C'est compliqué la santé parce que dès lors que t'es pas exposé à un problème direct et visible, tu n'agis pas. Aujourd'hui, il y a quand même des niveaux de conscience et de réalité bien différents entre un pays et l'autre. Et tu peux te dire aussi, mais comment retrouver l'équilibre entre tous les pays, sachant qu'il y a déjà des différences énormes parce que pas les mêmes ressources, pas les mêmes technologies, pas le même type de gouvernement, etc. Mais ce qu'il faut après comprendre, c'est que c'est pas la méditation et le fait de s'asseoir et de se relaxer quelques minutes tous les jours qui fait le travail. C'est comment est-ce que je vais le transférer justement à ma vie de tous les jours. C'est ces choix que je vais faire dans ces moments-là qui vont transformer mon être, qui vont transformer ma vie et qui vont donc transformer une partie du monde que je suis. Je vous prends l'exemple sur l'administratif qui me rend fou. Mon père, il est fonctionnaire, donc il est payé par l'État. Et ensuite, l'État paye quelqu'un pour s'assurer que mon père paye ses impôts. Et là, tu te dis, mais juste, tu le payes moins et tu gardes l'argent. En fait, durant des années, je m'entraînais le matin. Je me levais à 5h du matin tous les matins pour bosser. Après ça, je faisais du sport de 6h à 8h et après, mon métier salarié, je rentrais chez moi et je rebossais le soir. Mon fils est arrivé, n'a pas fait ses nuits durant 2 ans. J'ai poursuivi mes réveils à 5h du matin et je suis arrivé vraiment au bout du bout. Et ce fut très compliqué pour moi de me dire non, tu n'es plus le Jérémy d'avant. Donc on parlait du QI qui était bas, c'est ça ? Ouais, non mais quand quelqu'un te dit le carton Amazon est pas bien parce qu'il commande ton livre dessus, je ne comprends pas comment on peut faire le rapprochement et mettre une étoile. Moi non plus. Non mais c'est dingue, c'est fou en fait les gens, le rapprochement qu'ils font entre eux. C'est la faute du créateur. Si le carton est abîmé. C'est ça. Quelqu'un nous a fait pareil sur les compléments. Une fois, le carton arrivait avec une rayure. Oui, mais les compléments étaient nickel et les produits Une fonctionnent. rayure sur le carton. Ce qui arrive. Et on était en mode putain, on se mange un 4 étoiles sur Trustpilot pour ça, c'est embêtant. Parce que pour moi, tu notes un produit sur est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça te plaît. Finalement, le packaging. Le packaging, tu peux le noter. Le packaging, oui, pardon. Mais carton, l'emballage ou la livraison faite par certaines voies, etc. Mais maintenant, même le carton, il faut qu'il soit beau. Mais c'est comme si tu dis, ouais, le livreur était désagréable. À quel moment tu mets 4 étoiles parce que le livreur, il est désagréable, quoi. C'est l'interdépendance. Où est-ce qu'on est, mon Jérémy ? Sur le Nakamacast. Ah. Premier épisode ensemble, Steve. Premier épisode ensemble. Et avec des invités aussi. Des invités de marque pour commencer. Ouais, qui nous ont introduits dans ce studio initialement, mine de rien. Qui nous ont introduits. C'est vrai. Ouais, dans le studio. On a tourné un épisode avec vous deux, chacun votre C'est là côté. de quand ? C'était en mai dernier, non ? Toi, c'était il y a un petit moment déjà. Et toi, c'était octobre. C'est récent, toi. C'est quand mon livre est sorti, moi, je crois. Octobre. Oui, Ouais. ton livre venait de sortir et on l'avait mis. Il est sorti en mai, je crois, me semble-t-il. Ouais. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais dit, je vais passer, je vais parler de ça. Je t'en oui. Ça a l'air d'être une très Vos bonne idée. épisodes ont bien plu. Hein, Bah les tant deux. mieux. Ben, Et par rapport à Pierre Dufresne, est-ce qu'on est mieux classé ou pas ? Ça fait Jérémy, Steph, Pierre. Donc Ah oui. bah, Yeah, super, évidemment. bien sûr. On lui dira après, il va arriver, Pierre. Alors, Jérémy, tu m'as embarqué dans cette aventure. Ouais. Nakamacast. Moi, je me laisse porter. Ok. Bien heureux de Non, mais c'est un rejoindre podcast qui a un l'aventure. but qui est simple, c'est recevoir des gens qui incarnent ce qu'ils disent. Mhm. Surtout qu'un aspect santé, un aspect sport. Un peu cette logique du quitter le fait ce que je dis parce que je fais, quoi. Et donc on veut des gens comme vous typiquement qui incarnent ce qu'ils disent. Notamment en podcast d'ailleurs, parce que vous avez aussi un podcast Ouais, qui s'appelle Corps et Esprit. exactement. Et pareil, nous aussi, on veut vraiment des gens qui soient alignés avec ce qu'ils prônent aussi. Et qui aient des belles valeurs sur la santé. Parce qu'aujourd'hui, on sait que malheureusement, la santé des gens, c'est pas trop ça, qu'il y a beaucoup de prévention et on se doit aussi d'aider les gens qui veulent recevoir nos conseils aussi, d'avoir une meilleure santé. C'est compliqué la santé parce que dès lors que t'es pas exposé à un problème direct et Exactement. visible, tu n'agis pas. Exactement. Mais c'est comme pour tout. J'ai une cliente qui m'a dit une phrase, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce matin, elle m'a dit, j'ai pris conscience que la santé était importante, non pas quand je me disais que chaque jour en plus restait à vivre, mais que chaque jour qui passait, c'était un jour en moins. Ok. Elle a quel âge ? En vrai, elle a 42, 43. Donc, ça va. Mais c'est vrai que tu te lèves et tu te dis, si aujourd'hui je fais n'importe quoi, c'est un jour en moins. Alors que si tu fais des bonnes choses pour ta santé, tu te dis, en fait, ce jour, peut-être que je l'ai regagné. En plus, tu l'as gagné, et en plus, tu le gagnes en termes de longévité en bonne santé aussi. Oui, voilà. C'est ça. Parce T'en que beaucoup de profites. personnes finissent au final comme des légumes en quelque sorte en fin de vie et c'est terrible de voir ça. C'est très toujours une angoissant. manière de positionner les choses parce qu'on a aussi tout le temps fractionné beaucoup la manière de voir le corps, l'esprit, la santé, le personnel, le professionnel. Mais on est un ensemble complexe et toutes ces parties de notre être fonctionnent en dynamique. Et il y a une véritable incompréhension, je pense, dans nos sociétés, dans la manière dont on est conditionné au départ, où on sépare justement la santé du reste de notre vie, la santé mentale, la santé physique, où on délègue notre santé. On pense que la santé, c'est la responsabilité de la médecine, beaucoup, et que c'est quelque chose d'extérieur à notre comportement. Et ça, à mon avis, c'est le pilier sur lequel on travaille tous à des endroits différents. C'est ça qui va être intéressant peut-être d'explorer aujourd'hui, c'est de voir par différents prismes comment est-ce qu'on pointe du doigt dans la même direction. On converge vers quelque chose qui parle beaucoup plus de rassembler, de simplifier,
que de parler d'une centaine de protocoles différents avec C'est ça. mille et une choses qui finalement ne font que rajouter plus de confusion dans quelque chose sur lequel on devrait pouvoir être indépendant aujourd'hui. Autonome en tout cas. Non, puis il crée des liens aussi, d'autres éléments qui sont malheureusement tus, comme le lien social. On l'a vu durant le Covid, les personnes âgées qui étaient laissées chez elles avaient une espérance de vie qui dégringolait littéralement. Bah ouais. Et ça, on n'en parle jamais quand on parle de santé. Ouais, c'est ça. Quand tu mets quelqu'un en maison de retraite, tu lui enlèves 5 ans. Oh la vache. C'est la moyenne en moins. Pour un VIH, c'est super. Investissez. Non, mais c'est des vrais sujets parce qu'à la fois, tu te dis, Bien sûr. j'enlève 5 ans en moyenne à cette personne. Et en même temps, pour avoir déjà eu quelqu'un de ma famille qui devait aller en maison de retraite, c'était ou ça, ou les enfants, du coup, qui étaient mes parents ou mes oncles et tantes, changer de vie. Oui, qui doivent s'en occuper, oui. Mais genre H24. Tu sais, c'est pas en mode ils habitent à côté, c'est vraiment limite je dois lui donner à manger. Et t'es en mode qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment complexe comme discussion. Une alternative qui est intéressante, ma mère, elle travaille dedans, on appelle ça les accueillantes familiales, je sais pas si vous connaissez. En fait, ma mère, son rôle, c'est d'accueillir chez elle directement, dans une maison qui est adaptée, des personnes qui sont dépendantes. Ok. En fait, tu recrées un noyau familial pour ces gens-là qui sont entre eux, qui vivent normalement, mais qui sont pas une charge non plus pour leur famille ou qui ne sont pas également en maison de retraite. Et ça marche très très bien. C'est comme un peu un centre aéré, mais pour les personnes âgées. Genre, en gros, tu rentres chez toi le soir. Honnêtement, quoi. c'est une très bonne image. Ouais, complètement. Mais par contre, ils restent sur place. Ils dorment là-bas. Ah, ils dorment là-bas. Ouais. Ok. C'est plus une colo. Ouais, c'est Ok. bien. Du coup. C'est pas mal. Et du coup, ça change quoi par rapport à la maison de retraite? C'est moins C'est glauque. moins déshumanisé. Ok. Ouais, voilà. Il y a un vrai relationnel. Les gens aident pour faire le ménage, pour Ok. faire les courses, faire la cuisine, participent, mènent leur vie. Ouais, c'est ça. Et ça change tout. Et c'est un petit comité aussi. Donc c'est plus humain, On a beaucoup fragmenté aussi le contact entre les différentes générations. bien sûr. Qui était tellement présent au cœur de plein de sociétés et qui reste aussi dans différentes régions du monde. Mais la richesse de la connexion et de la relation entre les enfants et les personnes âgées, entre les petits-enfants et les grands-parents, et que toutes les générations soient beaucoup plus en relation, parce qu'il y a aussi une transmission. L'enthousiasme de l'enfant va permettre à la personne âgée de se sentir d'autant plus vivante. Mhm. Elle va transmettre des perles, des gemmes de sagesse pour ses enfants que les parents n'auraient pas forcément la même aptitude à transmettre. Mhm. Les parents peuvent trouver un peu d'espace dans l'éducation des enfants parce que les grands-parents sont là, mais il y a une intelligence naturelle. Et c'est vrai que là, je pense que la longévité, elle peut aussi clairement être mise en corrélation avec jusqu'à quel point des personnes âgées sont proches de leur famille, et si en plus il y a des petits-enfants, mais qu'il y a un mouvement dans la vie et les différents âges que l'on traverse, là où on a un peu tout fragmenté. Les enfants à la crèche, après il y a l'école, la petite école, les parents qui travaillent. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, il y a on parle de choses très très basiques là. Mais c'est revenir à des compréhensions de ce qu'était la vie à l'origine. Il y a un naturel dans le fait que tous les âges devraient pouvoir se côtoyer, ne serait-ce qu'en termes de transmission, en termes d'équilibre sur la compréhension de la vie, la passation de connaissances. Et même l'éducation, justement, autour de la santé en général. On parle souvent des remèdes de grand-mère, de tout C'est ce vrai. qui se faisait avant. C'est parce qu'il y avait un savoir qui s'est transmis et qui a été... qui s'est estompé dans toute la construction aussi commerciale et fragmentaire, encore une fois, de notre manière d'appréhender la vie. Donc, c'est très basique, mais à la fois, je pense qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est d'amener une réelle éducation accessible aux jeunes le plus tôt possible sur la compréhension de ce qu'ils sont fondamentalement, dans leur corps, encore une fois, et leur esprit. Parce que c'est pas séparé. Là, c'est intéressant cette réflexion sur les générations. Effectivement, c'est vrai qu'à part nos grands-parents, on parle plus à des gens de plus de 60-70. C'est vrai. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un écart qui est énorme. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai la chance d'avoir connu mes 4 grands-parents et jusqu'à l'âge de 20 ans, j'en avais 4. C'est une chance de ouf. Ouais. C'est une chance vraiment incroyable. Ce qui me motive aussi à avoir des enfants jeunes pour qui connaissent, etc. Mais j'ai l'impression que, tu vois, je vais être caricatural, rien que les boomers, parfois, quand tu leur parles, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas comprendre ce que notre génération devient. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu presque ce mépris de non, mais t'as 20 ans, m'explique pas la vie. Et donc, c'est vrai que moi, plus le temps va, plus en fait, j'ai eu du mal à parler à des adultes autres que mes parents ou des parents de mes amis, parce que j'étais en mode, mais j'ai l'impression que tu leur parles d'IA, ils te disent que c'est nul. Tu leur dis que, je sais pas, je dis une bêtise, tiens, peut-être trop d'impôts en France, on aimerait changer ça. Mais non, garçon, t'as pas compris. Et tu sais, ça m'énervait. J'arrivais pas à communiquer avec cette génération.
Ouais, c'est compliqué, très compliqué. Bah, ça va tellement vite que C'est ça, chaque ça. génération acquiert des codes Ouais. différents avec un évolue très rêve, vite. une manière de percevoir la vie qui est différente. Comme tu dis, déjà avant Internet, c'était une autre manière de percevoir la vie. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est une autre manière de percevoir la vie. Et donc, ça a créé justement plus de scission. Ouais, de scission entre ces différentes strates. Alors qu'au fond, le corps, l'humain, reste le même. Ouais. Et ça crée beaucoup de confusion, alors que en soi, ces outils-là, ils sont censés nous faire évoluer. À mon niveau, la chance que j'ai, c'est que j'ai encore mes grands-parents aussi. Ah, Trop génial. bien. Donc mes enfants ont des arrière-grands-parents et je les amène toutes les semaines les voir. Ah, et bah oui, depuis, c'est je incroyable. rejoins un peu le point que Steve a développé, depuis que j'ai mes enfants, ma grand-mère notamment, rajeunit. Littéralement. c'est ça. Elle Tu porte... le vois clairement. Non mais c'est je ça. vois en fait, elle s'est remise à tricoter des choses, elle porte mon fils qui a 3 ans, elle va marcher 1 heure avec lui. C'est génial. Et en fait, t'as beaucoup de partages intéressants. Et Léa, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est il faut un village pour éduquer un enfant. Et Ouais. ça, on l'a perdu aussi. Mais c'est ça. Aujourd'hui, les familles qui viennent d'avoir un enfant sont isolées. Oui, tu veux dire qu'il y a l'enfant, le parent, mais il n'y a plus les 10 parents, Il les n'y a, 7 plus, il y a enfants. plus la tante aussi, le C'est ça. cousin, etc. En fait, tout le monde est éclaté, tout le monde est morcelé. Il n'y a plus l'entraide. Il y a un vrai isolement des parents aujourd'hui. Et ça, c'est très compliqué à gérer. C'est dû peut-être aussi au fait que maintenant, pour avoir un job, il faut aller dans les capitales, dans les grandes villes, alors qu'avant, les grands-parents vivaient dans les villages. Et au final, tu te rends compte qu'il y a quand même ce côté, la distance fait que déjà, on se sépare quand même de nos grands-parents, parce que, pareil, moi, mes grands-parents, ils vivaient vraiment en cambrousse. Et tu te dis, il y a quand même du temps de trajet pour aussi aller les voir. Et que aujourd'hui, tu te dis, comme j'aime bien ce que tu dis aussi, c'est qu'on a inventé des moyens de transport qui vont de plus en plus vite, mais on a de moins en moins de temps. Donc tu te dis, en fait, il faut prendre peut-être aussi le temps. Mais je pense que pour beaucoup, la distance freine justement ces échanges avec les grands-parents, le village. T'as aussi la notion de critique qu'a soulevée Flavio qui est très intéressante. Constamment devoir répondre à des critiques par rapport à l'éducation, par rapport au mode de vie, par rapport à ce que tu fais, c'est très compliqué. Encore plus quand t'es à ton compte. Ben, tu vois, moi je te prends l'exemple parce que c'est un sujet qui est d'actualité chez moi, tout ce qui est imposition, etc. Parce que avec les lois là qui passent, ça va être compliqué pour nous. Ben, tu sais, je m'intéresse. Et dès que j'en parle à, je sais pas, à quelqu'un de plus de 50 ans, il dit oui, mais en France il y a la santé gratuite. Et je trouve cet argument, tu sais, en mode tiens, je t'ai mis sur la carte, je dis mais attendez, mais tu sais que les gens disent oui, vous avez vu aux États-Unis, je fais oui, mais entre les États-Unis et la France, il y a d'autres pays, il y a le Japon, ou il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a des systèmes de santé différents. Et genre, ça m'énerve que dès que tu parles de ça, c'est tac, en France, t'as la santé gratuite. C'est pas vrai. Je paye plein d'impôts. Oui. La mutuelle me coûte super cher. Et en plus, la plupart des soins, en fait, finalement, chiropracteur, dentiste, c'est pas toujours remboursé. Et ça m'embête, tu vois, que je peux même pas aborder ce sujet sans passer pour le petit jeune qui, t'as pas de problème et tu verras quand t'en as. Venez, on discute. Est-ce qu'il y a trop d'évolution? Ça va trop vite. Et j'ai l'impression que, par contre, quand tu sautes une génération, là, ça passe mieux. Tu vois? C'est comme la religion. J'ai l'impression que tes grands-parents la comprendront moins que ton oncle ou ta tante. On est une civilisation là, qui se regarde elle-même en s'observant être décadente, quelque part, au sens où tout s'effrite. Tu vois, il y a tout un tas de valeurs. Il y a plein de choses positives. Hein, c'est quand même des vases communicants. On touche dans le chaos, il y a un ordre supérieur que l'on ne peut pas forcément comprendre ou saisir avec notre intellect humain. Mais on est en train de se regarder dans une transition qui est en train de s'accélérer à une vitesse exponentielle. On va potentiellement vers une forme de fin d'une civilisation, en tout cas sous cette forme-là. Mais j'ai l'impression que la plupart d'entre nous s'estiment être extérieurs à l'équation. C'est-à-dire qu'on parle, on commente, on critique ce qui est en train de se passer, mais c'est nous. C'est nous, la civilisation. C'est nous, en fait, qui sommes en train de créer, évidemment, à des degrés différents, mais on est en train de créer cette transformation de civilisation. Donc, il y aurait une responsabilisation individuelle indispensable à engager. Et ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une question d'éducation. Et c'est comme si on était en train de rechercher un peu l'ordre naturel. On expérimentait de plus en plus avec la science à rentrer dans le cœur des cellules, dans le quantique. Là où il y avait une intelligence naturelle ancestrale qui était tout de suite accessible à nous. Et on est en train de rechercher, en fait, comment reproduire un équilibre naturel qui était déjà là. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, j'ai ce sentiment d'aliénation un peu globale. Et il y a une urgence, il y a une vraie urgence de s'éveiller, il y a une vraie urgence de se rééduquer, de reprendre contact avec la nature, avec la terre-mère, sans pour autant
se mettre forcément en rejet complet de ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle ou toutes ces choses-là. Parce que de toute façon, c'est là. On ne pourra jamais revenir en arrière. Le but, c'est pas de dire c'était mieux avant. Il faut faire avec. Mais il y a une manière consciente de s'organiser. Et au lieu de courir, comme tu disais, on a toujours plus de moyens d'aller plus vite, d'automatiser les choses, de faire plus de tâches en simultané. Mais en fait, on a de moins en moins de temps pour être dans la présence, pour être dans cet état de conscience qui est censé pouvoir nous équilibrer naturellement. Donc, je pense qu'on pourra rechercher toutes les solutions possibles si on ne vient pas déjà à la base d'être conscient de ce que nous sommes et de notre fonctionnement et de ne pas nous mettre hors du problème. Il y a déjà beaucoup de choses qui pourraient évoluer. Et toi qui as des enfants, je pense que ça fait aussi partie de ce que tu ressens être une responsabilité énorme dans l'éducation. Sentir jusqu'à quel point les schémas que toi, tu vas leur transmettre et leur démontrer vont se répercuter, vont se transmettre par eux ensuite. Bien sûr, à quel point c'est dur d'éduquer des enfants dans le monde actuel. Parce que tu as le monde déjà d'une part qui, malheureusement, aujourd'hui ne fait plus rêver. Très clairement, on parle souvent d'éclipses, un peu des grands récits. Aujourd'hui, l'avenir est chaotique. L'avenir est incertain. Tu remontes 20 ans, 50 ans en arrière, l'avenir était radieux. C'était Retour vers le futur. Maintenant, c'est Wall-E. Non, mais il y a un vrai écart quand même. Aujourd'hui, c'est le monde va être détruit, c'est l'IA va nous tuer, etc. Donc déjà, comment rassurer les enfants dans ce monde dont la perception est négative? Déjà, c'est très compliqué. Parce que si jamais on dépeint constamment le monde comme étant mauvais, comment eux vont-ils pouvoir agir dessus pour l'améliorer? S'il n'y a pas de fatalisme, en fait, c'est un peu le problème. Et aussi, comment éduquer tes enfants quand tout te pousse à les laisser de côté? Typiquement, la télévision. Combien d'enfants délèguent simplement l'éducation de leurs enfants à l'école et à la télévision? C'est énorme. Et également, combien de parents délèguent l'alimentation à tout ce qui est Nesquik, tout ce qui est céréales? Moi, tous les matins, m'accompagnement, on cuisine pour nos fils. Mais ça nous prend du temps. Ça prend de l'énergie. C'est fatigant. Ce qu'on leur fait, des fois, ça plaît pas. Il faut se battre contre eux. Versus, tu sors un paquet de céréales, débrouillez-vous. Devant les écrans, débrouillez-vous, après on part à l'école. Donc déjà, d'une part, effectivement, il y a une vraie volonté de notre part de le faire, mais c'est beaucoup plus taxant. Et si on compare ça en plus avec l'échange qu'on a eu précédemment sur les anciennes générations, tous les comportements que nous, on a pour aider nos enfants sont pointés du doigt. Parce qu'on ne les laisse pas vivre et on leur fait pas plaisir. Autrement dit, on les prive de sucre. Mais c'est très compliqué d'éduquer consciemment ses enfants au regard de ce qu'impose la société. Exactement. Parce qu'en fait, il y a un système qui est ancré. Et je pense que c'est notre génération qui commence justement à se rendre compte que, justement, tu parlais de responsabilité. Le système aujourd'hui fait que personne n'est responsable parce qu'on mise tout sur l'État. J'ai un problème, l'État va m'aider. J'ai un problème, l'État va m'aider. Donc, du coup, la santé, ça passe en dernier. Parce que les gens n'ont pas conscience que de prévenir justement sur la santé, ça va éviter des problèmes. Et du coup, je sais même pas pourquoi je disais ça, sur l'éducation, c'est que notre génération va permettre aussi peut-être de changer notre mode de perception et se dire, OK, l'État, c'est fini, maintenant, on responsabilise. Et du coup, ça nous demande énormément d'énergie pour notre génération à dire à nos enfants, OK, je vais t'apprendre comment faire. Mais peut-être qu'après, ça va rentrer dans un cycle où, en fait, on va tous être autonomes et on va savoir s'autogérer. Mais c'est un peu nous qui en prenons les pots cassés, quoi. On doit essuyer un peu tous ces pots cassés et ça demande énormément d'énergie. Et comme on dit, on a de moins en moins de temps. Donc, c'est pas évident de trouver le compromis. Je pense que t'es le mieux placé pour te dire, OK, j'ai des enfants, je m'occupe d'eux et ça me prend un temps fou, quoi. En même temps, c'est comme ça que tu peux leur transmettre. C'est rentable sur le long terme. C'est ça, mais c'est sur le long terme. Oui, bien sûr, c'est rentable. Bien sûr, c'est très rentable. Mais ça prend du temps et en plus, quand t'es entrepreneur, ça prend de l'espace mental. Oui. Et t'as jamais pensé à avoir une nounou officielle, tu vois? On en a une de nounou. Ça fait 2 mois qu'elle est malade, donc on en a une par intermittence, on va dire ça. Mais même sans ça, en fait, le temps que tu passes à la maison avec tes enfants, c'est un temps de qualité, mais quand même qui est très chronophage. Après aussi, il y a plusieurs types d'enfants. Mine de rien, on va recevoir David juste après. Ces enfants, ce sont des crèmes, ça se passe super bien. Les miens, c'est 2 tornades, ils font que se battre, que se prendre la tête, ils jouent pas ensemble. Donc il y a aussi une couche supplémentaire de complexité à ce niveau-là. Après, on sait pourquoi on le fait aussi. Donc naturellement, du coup, on met l'énergie qui va avec. On en fait les frais, nous, à notre niveau. Très clairement, on met l'énergie pour. Car comme tu l'as dit, le terme rentable n'est pas le bon, mais je vois ce que tu veux dire. C'est bon pour eux à l'avenir. Les sacrifices qu'on fait à l'instant T seront récompensés pour eux et pour nous, effectivement, à l'instant T plus sain. Et pour autant, c'est pas pour autant que je me laisse aller non plus, parce que aussi la pente facile, c'est se dire j'ai des enfants, du coup maintenant j'abandonne le reste, etc. Non. En parallèle, il faut aussi, je pense, montrer l'exemple à ses enfants. Ah oui. On revient à cette notion d'incarner le message. Que tu prends, bien sûr. Moi, j'ai ma salle de sport chez moi, je fais du sport du lundi au vendredi, mes enfants me voient. Ils veulent en faire. Mon petit, qui a 3 ans, il arrête pas de dire papa, je fais du porc pour avoir des mucs.
C'est trop bon quand il est comme ça, il fait comme ça, regarde, j'ai des mucs, papa, j'ai des mucs. Et c'est magnifique. Il le fait à chaque fois. Bon, des fois, t'es sur une barre à 100 kilos, il vient vers toi et puis il te tape la cuisse, il te dit juste, enlève-toi. Parce que c'est risqué pour toi comme pour moi. Mais c'est beau de montrer également cet élément-là. Et je trouve que, dans tous les cas, je le vois aussi même par rapport à mon plus grand fils. Ses amis ont une belle image de moi. Et ça, c'est beau aussi. Ouais. Ah oui. Quand t'as une belle image, on va dire, qui rayonne auprès de plein d'enfants, c'est toujours glorifiant pour toi et même pour lui. T'es pas le père apathique, t'es pas le père malade, t'es pas le père qui commente uniquement des matchs sans jamais en faire. Et ça, T'es je le pense, c'est modèle. super important. Il faut être un modèle, je pense. Et t'as dit quelque chose tout à l'heure sur l'éducation le monde pessimiste. Oui. J'ai échangé avec un mec qui me disait qu'en fait, c'était une vision très française / européenne, mais qu'en fait, quand tu vas aux States ou en Asie, l'avenir, il est plutôt radieux. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'aux États-Unis, ils sont hyper optimistes sur l'avenir. Et je trouve qu'en France, bon, surtout en France, il y a quand même une sorte de pessimisme sur l'avenir que j'ai. Hein. Je dirais en Europe, de façon générale. Mais parce En qu'il y a Europe, des de façon idéologies générale. qui passent et qu'en fait, quand tu vas contre ça, tu te rends compte que En tout ce Europe- qu'on te dit sur, par exemple, l'environnement, etc., il y a des choses. Enfin, moi, je connais aussi des personnes autour de moi qui sont dans les sciences, la physique, qui te disent, par exemple, qu'il n'y a pas plus de CO2, enfin, tu vois, il n'y a pas plus de pollution qu'en 1900 et quelques. Tu te dis, comme pour les ressources, comme pour le fait que la fonte des glaces, etc. Et en fait, ils refont le tour, ils recalculent. Et est-ce qu'au final, il y a vraiment des problèmes de ressources ou c'est juste qu'on veut nous faire croire et donc du coup nous faire peur, et dans la peur les gens ils font quoi, ils croient à l'État, ils croient au pouvoir supérieur et du coup en fait ils veulent qu'on écoute leurs conseils, tu vois. Sur les ressources, je comprends pas qu'on puisse avoir peur qu'on manquera de la nourriture quand tu vois ce que c'est gâché au quotidien. Oui. Je me dis, si demain on manque de nourriture, on va optimiser le gaspillage et ça va très bien se passer. Et juste quand tu vas dans rien que dans un carrefour, je me dis, il y a tout ça de nourriture et là c'est un parmi des dizaines de milliers en France. Quand est-ce qu'on va vraiment manquer de nourriture? Après, on peut le débat, vraie ou mauvaise nourriture, mais juste d'un point de vue de la calorie, je vois pas comment on pourrait en manquer. On en revient aussi à cette somme d'informations immense en ce moment, C'est ça. qui crée énormément de confusion. Beaucoup de bruit. Donc tu sais pas, Ouais. c'est très difficile de s'orienter aujourd'hui entre tout ce que t'entends. On vit dans un monde où il y a beaucoup de propagande, encore une fois, la santé et l'industrie pharmaceutique sont complètement intriquées. Donc forcément que entre le travail de recherche et le business, c'est très difficile pour certaines personnes de faire le discernement entre est-ce que je finance quelque chose qui est là pour me faire du bien ou c'est simplement un business. Ça, on peut en parler longtemps. Et dans toute cette période de confusion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette crise de civilisation. Et ce que tu disais, c'est aussi en fonction des différents pays, des différentes régions du monde, des différentes cultures. On perçoit les choses différemment, mais à la fois, tout est vrai. Tout est potentiellement là. Et c'est ce que on abordait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que nous, on va faire pour donner de la force au scénario qu'on veut voir émerger, la trame spatio-temporelle qu'on va réaliser, qu'on va co-créer dans le futur qu'on est tous en train d'impacter en fait dans nos comportements. Et c'est ça, je pense, la chose qu'il faut aussi pouvoir intégrer profondément, c'est que tout ce que nous on fait, on est déjà en train d'impacter toutes les générations qui vont venir après nous. Et ça, c'est pas juste des belles paroles, tu vois, faut faire attention. C'est absolument concret. Chaque pensée, chaque comportement, chaque action, elle est déjà dans ce cause à effet incommensurable avec plein de points de dynamique. C'est-à-dire que c'est pas une cause entraîne un effet fixe, mais une cause va entraîner une multitude d'effets. Et c'est cette éducation qui devrait pouvoir être beaucoup plus présente. Tu vois, ce qu'on appelle, on disait ça tout à l'heure un peu en rigolant, l'interdépendance. Mais ça, c'est vraiment sorti de notre manière de percevoir la vie. On pense qu'il y a la nature et l'homme, l'écologie et nous, les ressources alimentaires et autre chose. Mais tout n'est qu'un. Exactement, tout n'est qu'un. Donc c'est pas de la spiritualité de comptoir, c'est réellement observer le fait que dans la nature, que dans l'univers, tout est unifié. Dès que tu tires sur une corde, ça fait tout bouger de l'autre côté. Donc ton comportement, il impacte la personne qui vit de l'autre côté du monde et potentiellement toutes les générations qui vont venir après toi. Ouais. Là où nous, on a été beaucoup éduqués dans l'individualisme, la compétition, le capitalisme. Donc c'est même plus une question, je pense, de critiquer les choses, que de toute façon, elles sont là et on pourra en parler des heures. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans le concret? Ça, agir. Comment agir vraiment là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait?
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Steph? Bah, moi, je veux bien ouvrir ce débat. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Demandons, tiens, Flavio, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une vaste question. Déjà sur la santé. Je pense que tout commence par prendre soin de soi. Mhm. Je dirais ce que vous en pensez, mais que globalement, dans ma conception du monde et des choses, si on prend soin de nous, alors on a un esprit et un corps qui peut venir en aide et façonner le futur. Si on prend soin de nous, on renvoie une bonne image, comme tu disais, Jérémy. Donc ça va aider aussi notre prochain à prendre soin de lui beaucoup plus facilement. Et j'ai l'impression que les sociétés les plus vertueuses et les plus long terme, qui s'en sortent le mieux sur tous les aspects, sont quand même des sociétés où, à la base, il y a cet aspect qui est centré sur comment on se chouchoute quelque part pour ensuite, après, venir impacter le reste. Parce que parfois, je trouve ça étrange que des gens veulent impacter le monde, mais quand tu regardes eux, leur chambre, tu te dis, il y a quelque chose d'abord à changer. Ouais. Et ça me semble la base. Je vous prends un exemple qui peut paraître peut-être exubérant, mais dans l'Empire romain, ils avaient déjà le sauna, les bains chauds, les bains froids. Ils prenaient soin d'eux. Et de l'an 400 en l'an 2000, j'ai l'impression que tout ça, ça a été, en Europe occidentale, oublié. Et là, c'est en train de revenir ce culte aussi de je prends soin de moi, je prends un moment, je vais me faire une douche froide, un sauna. Et je trouve ça trop bien que ça revienne. Et en même temps, je suis subjugué de me dire, on a vraiment attendu 1600 ans pour... Et des études scientifiques pour dire, ah mais c'est quand même bien pour la santé, ça. C'était évident. Donc voilà, pour moi, tout commence par prendre soin de soi. Après, le débat est qu'est-ce qu'est prendre soin de soi. À vous de me dire ce que vous en pensez. Première étape, première pierre, c'est ça. Je te rejoins complètement là-dessus. Le fait que nous sommes cette cellule du monde, cet atome de l'univers, peu importe l'image que l'on prend, mais si toi, tu prends soin de ton corps et de ton esprit, tu prends déjà soin d'une petite partie de la nature que tu es. Et nécessairement, tu rayonnes ça. Après, comme tu dis, c'est intéressant de dire, est-ce que je prends soin de moi de manière superficielle pour bien rendre sur mes stories Instagram ou correspondre à l'image que mon ego a envie de voir? Ou est-ce que c'est prendre soin de soi avec une compréhension profonde du fait que le corps est le véhicule de la conscience, que le corps est la durée dans laquelle tu vas expérimenter la vie, c'est ta pile physique. Donc, tous les comportements que tu vas avoir, ça va t'ajouter des années de vie ou les enlever potentiellement. Donc clairement, prendre soin de soi, c'est prendre soin d'une petite partie du monde, mais c'est aussi le rayonner autour de toi. Et comme tu le disais, c'est pouvoir aussi aider les autres. Oui, parce que l'impact sera tellement plus fort que tu pourras aider les autres. Et tu es en capacité de le faire. Parce que tu as les ressources pour le faire. Si tu es tout le temps malade, affaibli, et aussi bien mentalement que physiquement, forcément, tu peux pas être au service. Ou tu te diminues toi-même pour aider les autres. Exactement. Et ça, on le voit très bien dans les avions. Dès qu'il y a un crash d'avion, on met déjà le masque à soi-même avant de le mettre aux autres. Je pense exactement à cet exemple. Mais c'est l'image classique que tout le monde emploie. Parce qu'on se met soit en sécurité pour aider peut-être 3-4 personnes. Et c'est normal, à mon sens, bien sûr. de faire ça. Il n'y a pas le syndrome du sauveur. C'est je vais vraiment t'aider. Alors qu'il y en a beaucoup, je pense, qu'ils veulent trop avoir le syndrome du sauveur. Et au final, c'est une catastrophe parce que tu n'aides pas complètement l'autre. Et toi, tu t'es oublié. Tu sais, c'est peut-être être un peu un faux généreux. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais en mode, pour faire bonne figure, justement, bonne image, je vais aider tout le monde, mais moi, je me mets de côté, c'est pas grave, je préfère aider les autres. Mais au final, est-ce que t'aides vraiment et à quel prix, du coup aussi. Steph, toi qui as une communauté incroyable, je pense que... Incroyable, c'est vrai. Non, mais tu lis souvent, tu vois, donc, puis j'en doute pas. Le fait que toi, tu prennes soin de toi, que tu partes en Asie, te reconnecter à ce que tu fais, te former plus, c'est la meilleure façon de le rendre aux autres. Qui, quelque part, peut sembler être un geste égoïste, mais si toi, t'es au top, ta commu a plus de chances de l'être que si t'es à 20 ou 30%. C'est complètement... c'est ça, dans la perception que tu exprimes là. Moi, c'est pour ça que je résonne avec ce que tu dis là, c'est que ce que tu veux voir dans le monde, incarne-le. Si tu veux parler de certaines choses, mais sois ces choses-là. Évidemment, on a tous du travail à faire, mais moi le premier. Tous les jours, on apprend. Tous les jours, on se trompe, on tombe, on se redresse. Mais il y a que comme ça qu'on peut évoluer. C'est que dans cette véritable mise en chemin, on ne va pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc, on en revient à cette question de ce que tu veux voir émerger dans le monde, il faut l'incarner toi. Donc, ça paraît être des belles paroles, mais il n'y aura aucune évolution tant qu'on pensera que les autres, même, on en avait parlé ensemble dans notre podcast, quand on pense que la guerre, c'est la faute des gouvernements à un certain niveau, le conflit, la violence, le fait de l'intolérance au sens large et la division, on en est tous des vecteurs.
même si on s'en rend pas compte, et forcément pas compte, dans notre manière de parler, notre manière d'être conditionné, notre manière de critiquer, on est déjà en train de donner de l'énergie à la guerre, à ce qui nourrit la guerre. Et ça, c'est je pense aussi une autre base de compréhension que on a tous de la violence en nous et de la division qu'on continue de perpétuer. Donc c'est pas juste en regardant les infos en disant tel gouvernement est en train d'attaquer tel État. Nous sommes le prolongement de ce gouvernement. Donc faut retrouver de l'autonomie dans la manière de voir les choses au-delà de la division. Parce que là on va droit dans le mur. C'est une révolution de la conscience qu'il nous faut. Je pense que dans tous les sujets qu'on aborde là, la toile de fond de tout ça, c'est toujours le niveau de conscience. C'est jusqu'à quel point on va être capable de s'éveiller à des réelles compréhensions de tout ça. Mais encore une fois, on peut dire que oui, c'est des belles paroles, etc. Mais on n'a pas le choix. On est au bord d'une extinction. Et on n'a pas le choix, ne serait-ce que pour nos enfants. Là, on arrive, on leur donne un monde, comme tu dis, qui fait pas rêver. Ah, franchement. Mais comme tu dis, on doit pouvoir aussi le voir avec optimisme, ce monde. Mais là, c'est de comprendre que on peut parler de n'importe quelle nation, de n'importe quel pays. Nous ne sommes qu'un. Certaines personnes commencent à réellement le comprendre. Mais l'humanité n'est qu'une seule et même entité. On peut mettre des frontières arbitraires sur des planisphères en disant ça c'est tel pays, ça c'est telle culture, c'est tel gouvernement. Nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous un. Et tant que ça c'est pas complètement vécu, pas complètement incarné, aussi le fait que nous soyons qu'un avec la terre, avec Gaïa, avec la terre-mère, on continuera de perpétuer cette division. Et ça pour moi c'est le point clé qui pourra nous faire passer dans une autre civilisation, c'est un éveil collectif en fait. Ça passera par quoi, tu penses? Moi, par le langage, je pense. Aujourd'hui, À les enfants plusieurs sont niveaux. dépourvus de langage émotionnel. Langage, ok. Et là, pour se comprendre soi-même, quand t'as pas les mots pour décrire ce que tu ressens, ça nourrit des colères, des frustrations et des conflits. Combien d'enfants aujourd'hui sont décrétés comme étant hyper potentiels émotionnels? En fait, ton gamin n'a pas de vocabulaire émotionnel. Il sait dire je suis en colère, je suis heureux, je suis jaloux, c'est tout. Il n'a pas les nuances. Mais quand tu sais pas nommer les choses, tu peux pas te les approprier, tu peux pas les traiter, les intellectualiser et potentiellement du coup t'en séparer. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire par rapport à ça. Et c'est pas les dessins animés qui aident aujourd'hui. Les dessins animés, moi, je pense pas que tu en aies vu récemment, moi j'en vois de temps en temps avec mes fils, t'as des gros changements émotionnels en un claquement de doigts. T'as pas de transition, t'as pas de nuance. C'est c'est servi en fait. T'as pas à réfléchir. Tu passes de la peur à la colère à la tristesse. Sans transition, sans intégration, sans rien. Et en fait, les enfants sont conditionnés, pareil, à avoir des éclats émotionnels, car ils n'ont pas appris déjà à nommer les émotions, ni à les intégrer. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec ça aussi. Ouais, bien sûr. Et je viens du kombucha, Flavio. Se comprendre. Bien sûr, se comprendre l'introspection. Comprendre ce qu'est un être humain. Bon, on en revient aussi au côté presque égoïste de prendre soin de soi, c'est ça. de son corps, mais aussi de son esprit, pour mieux comprendre les autres et pour mieux les aider. Ah, s'il te plaît. Merci. De l'intérieur vers l'extérieur. Toujours. Pas de l'extérieur vers l'intérieur. Je rêve, je fais le service. Hein, Communication, mais c'est autant de prismes de compréhension sur encore une fois ce que nous sommes, parce que toute notre perception du monde, notre perception de la réalité, elle est arbitraire, elle est conditionnée par ce qu'on nous a dit que nous étions, Bien ce sûr. qu'on nous a dit qu'était le monde. On vit dans des concepts, on vit dans des idées. Des étiquettes aussi qu'on nous Des a collées. étiquettes. T'es pas bon en maths, C'est t'es ça. pas ceci, t'es sportif, t'es... La science, c'est merveilleux, on en a absolument besoin, on apprend énormément sur l'univers et sur nous, mais c'est aussi calquer des modèles sur des choses qui existent déjà là. Oui. Donc c'est revenir, tu parlais de communication, je pense que c'est revenir dans le sensible, ressentir, se connecter à. On revient dans l'incarné. La Là, science n'est pas ouais. incarnée aujourd'hui. C'est ça, revenir dans des choses palpables, physiques, le contact, la compréhension, l'empathie, l'introspection, venir comprendre de quoi nous sommes faits. En fait, l'humanité ne sait plus ce qu'elle est, ne sait pas ce qu'elle est, au fond. On pense être séparé du reste. Il y a aussi un égocentrisme collectif à l'échelle de notre espèce tout entière. Donc forcément, ça crée une multitude de problèmes. Vous pensez que c'est la société moderne qui fait que du coup il y a ces problèmes, ou en fait, comme avant, mine de rien, on n'a pas trop de témoignages, les gens étaient peut-être, pour parler poliment, pas très intelligents et s'ennuyaient à mourir, et en fait tout ça est venu aussi les divertir. Parce que nous quatre, on est créateurs, entrepreneurs, on fait des choses, mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a qui ont des vies très monotones, pour nous, du moins. Cette société moderne vient leur donner un certain besoin de s'amuser, se divertir,
Nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'on s'éclate au quotidien. Mais t'en as, des fois, ils ont des vies tellement plates, ils aiment pas leur métier, ça se passe pas très bien chez eux. Voilà, c'est une réflexion que j'amène. Mais c'est le fameux pain et jeu de l'Empire romain. Oui, voilà, c'est ça. Du pain et des jeux, et ça c'est date bon. pas d'hier. De toute façon, dans cette fameuse interdépendance, nous sommes la résultante des civilisations antérieures à la nôtre. Donc, c'est la continuité. Mais il y a certainement une accélération qui est assez exponentielle du fait de tout ce qui se passe aujourd'hui avec la technologie, avec cette nouvelle forme de conscience émergente qu'est l'intelligence artificielle, ou bien la conscience qui émerge maintenant par ce biais-là. Est-ce que c'est pas la conscience en toile de fond qui finalement passe par nous comme elle passe par les animaux, par les végétaux et maintenant passe par le digital, presque comme une nouvelle espèce. En tout cas, il y a une accélération qui fait que tout ça convergent vers un point où on vit une grande époque. Même si elle est chaotique, ce qui est sûr, c'est que dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est unique et il y a un immense potentiel à ce point précis, mais qui est aussi destructeur que créateur. Oui, tu as les deux extrêmes. C'est ça. Parce qu'en fait, tu parlais de conscience, il faut pas qu'il y ait de frontières, etc. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, il y a quand même des niveaux de conscience et de réalité bien différents entre un pays et l'autre. Et tu peux te dire aussi, mais comment tu veux qu'on arrive tous au même niveau si déjà il y a des décalages énormes sur ça, parce qu'on n'a pas les mêmes ressources. Ouais, c'est ça la question que je me pose, c'est que je suis d'accord avec toi, mais en même temps, comment retrouver l'équilibre entre tous les pays, sachant qu'il y a déjà des différences énormes, parce que pas les mêmes ressources, pas les mêmes technologies, pas le même type de gouvernement, etc. Donc après, tu me dis, on revient aux bases d'un côté. Mais en même temps, je me dis, il y a tellement de décalage que je pense que ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour revenir à l'essentiel. Et pourtant, le digital, il est dans tous les pays. Il faut le dire, même les pays les plus pauvres, tu les vois, ils ont TikTok et tout. Justement, ils ont trop TikTok. Ouais, c'est dingue. Pour moi, j'ai l'impression que c'est des zombies. C'est impressionnant. Ça m'avait ouais, c'est pas aussi ce que tu peux te dire. C'est là qu'on voit que nous sommes tous faits de la même essence. Mais c'est ça. Évidemment, c'est complètement utopique de dire là aujourd'hui on arrête la guerre, tout le monde est beau, peace and love. Ça se passera pas comme ça. Et de toute façon, l'ordre et le chaos. Et merci Meryl de ressoulever ce point-là parce que c'est important de pouvoir développer autour de ces arguments. Mais ce serait déjà dans le fond ce qu'on peut appeler une réelle spiritualité au sens du bon sens justement. Une compréhension de l'esprit qui nous lie tous. Donc c'est justement aussi, moi je pense, une forme de fin dans certains dogmes, la fin du fait de déléguer aussi la spiritualité à des paroisses. Ou par exemple, si tu veux te rapprocher de ce qu'on appelle Dieu, il faut que tu adhères plus à telle paroisse qui se fait la guerre avec telle autre religion. Donc ça aussi, ça nous ampute de notre capacité à ressentir cette essence commune. Donc aujourd'hui, à côté de tous les immenses défis économiques, sociaux, culturels auxquels l'humanité et nous faisons donc face, c'était aborder ces sujets dans le sens où on parle de quelque chose qui de toute façon est là fondamentalement et on devrait pouvoir, nous, qui n'avons pas grandi dans cela, faire un maximum de choses pour les générations qui viennent parce que c'est un fait. Nous sommes tous de la même essence. Derrière tout le décor, la grande scène de cinéma, de théâtre, c'est Shakespeare qui disait ça, que le monde est la plus grande des scènes de théâtre, c'était le théâtre à son époque, et que tout le monde porte des masques. C'est vraiment ça. Mais derrière ce décor de théâtre, la force de vie, ce qui évolue, ce qui fait que nous sommes là, que nous parlons aujourd'hui, que tout ce vivant est en mouvement perpétuel. C'est la même essence. Et c'est ça que l'on devrait pouvoir, non pas comprendre de manière intellectuelle pour rester dans les belles paroles et les choses un peu hippie-wou, mais le ressentir dans toutes nos cellules parce que c'est un fait. Et on ne pourra pas évoluer sans la reconnaissance de ce fait-là. Et c'est vraiment en ce sens que moi je parle de révolution de conscience et une véritable révolution qui n'implique pas forcément la violence, mais qui en tout cas implique déjà une révolution individuelle. C'est ça. Ouais, mais ça demande un effort. Mais clairement. Et on nous a retiré aujourd'hui l'envie de faire des efforts. Ah non, mais là, ça demande tu parles de TikTok, tu parles de Uber, etc., qui aujourd'hui, en fait, nous font l'économie de faire le moindre pas pour accéder à de la dopamine, à de la nourriture et j'en passe. Et tout à l'heure, on parlait aussi du fait qu'on avait de plus en plus de moyens de transport, de communication et de moins en moins de temps. Et je sais pas si vous pensez que c'est un lien avec vraiment l'actualité qui est économique bouillante, où en fait, il y a un côté où les gens sont tellement stressés par comment je vais me loger et me nourrir, qu'en fait, il y a une sorte de surproductivité. Je prends le cas de nous, par exemple, entrepreneurs. En vrai, je vais reparler de ça.
Mais si on réduisait les impôts, peut-être qu'on pourrait moins bosser. Parce que tu sais, des fois, tu vas atteindre un palier et tu dois bosser encore plus pour l'atteindre. Tu dis, mais c'est con parce qu'en fait, je paye juste la différence d'impôts. Et j'ai l'impression qu'il y a cette course aussi à la productivité, au travail, à toujours faire plus, mais qui d'un côté est très critiquable et de l'autre, j'ai envie de dire, bah, en fait, t'es un peu obligé parfois. Quand t'as des équipes, des choses, les studios à payer, t'es obligé d'être toujours dans le plus, dans le plus, dans le plus, dans le plus. Donc comment on arrive à trouver cet entre-deux entre on se respecte, on prend soin de nous et on ralentit, et en même temps, T'as pas le choix. doit avancer. Ça, c'est un réel point. Oui. Et c'est ça qui est beau dans cette investigation commune. Et je pense que c'est de ramener un côté très terre-à-terre et concret dans ce qu'on peut appeler la spiritualité et la conscience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Évidemment, nous, on est des bourgeois quelque part. Tu vois, tout va bien. On gagne bien nos vies. On est dans des pays où on a une immense chance au niveau des ressources auxquelles on a accès. Mais pourtant, on est malade aussi. Donc, c'est différentes formes de souffrance. Mais la spiritualité ou la conscience ou l'élan, peu importe le mot qu'on met dessus, qui nous permet de nous transformer en profondeur, ne devrait pas attendre des conditions optimales pour pouvoir s'exprimer. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, notre état, notre vie dépend totalement de notre état de conscience. Et notre corps suit notre état de conscience. Donc même si ça va mal, même si on est débordé par le travail, par les complexités de la vie, devoir s'occuper de sa famille, qu'on n'est pas heureux, c'est pas en attendant que ces choses-là aillent mieux qu'on va pouvoir commencer à prendre soin de nous. C'est justement en revenant déjà à des choses qui sont accessibles, comme méditer, aller mettre les pieds dans la terre, connecter avec sa respiration, faire des choses très basiques où Marcher. on peut tous trouver un peu de temps, marcher, bouger, prendre la lumière naturelle. La base de la base, elle commence là. C'est là le véritable travail sur soi. Et ça ne peut pas attendre que ça aille bien. Il faut le faire. C'est auto-créateur. Oui. Également, c'est l'importance du sens, mine de rien. Le sens est super important, on le perd aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait sens. Oui. Tu parles de travail, pour moi, c'est pas un travail. Je suis très heureux de travailler. Quand il y a des vacances, pour moi, je les subis plus qu'autre chose parce que j'aime faire ce que je fais. C'est pareil. Voilà, ça me fait plaisir, j'adore travailler, j'adore produire, créer, partager. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des métiers ne font plus sens. Et en plus, on n'a pas la finitude des choses pour lesquelles on travaille. Et toi, par exemple, il y a une caméra, une personne est dédiée typiquement à faire que l'objectif. Elle n'a pas la caméra complète. Donc forcément, ça perd sens aussi dans l'écosystème global dans lequel elle s'inscrit. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase d'Alexandre Astier qui dit en fait, lui, ce qu'il aime faire pour déconnecter, c'est faire des carreaux. Juste nettoyer les vitres. Parce que t'as un début, t'as une fin. Et tu vois le travail accompli. Il y a plus cette notion-là de travail accompli aujourd'hui. Quand on jardine, il y a le travail accompli. On creuse la terre, on sème, on récolte. Il y a un début, un milieu, une fin. Là, on l'a plus actuellement. Et ça, du coup, ça fait effectivement cette notion de productivité qui est négative. Parce qu'il n'y a pas de finalité derrière. C'est trop des tâches. C'est pour ça que il faut vraiment avoir, c'était un projet de le faire de A à Z. Par exemple, même pour des salariés, je trouve, ça peut être vraiment bête de dire, toi, tu fais juste une tâche, une partie du projet, alors qu'il faudrait faire de A à Z pour qu'ils se sentent vraiment investis. Ou inscrire le salarié, en fait, dans le projet. Ouais. Et non plus chercher uniquement à lui imposer une motivation qui est dite extrinsèque, mais chercher ce que le projet va déclencher chez lui. En termes d'autonomie, de communication, de compétences ou autre. Il faut que ça fasse sens. Puis là, je vais faire écho à mon livre, naturellement, parce que j'en parle dedans. Mais le cerveau est égoïste, parce qu'il pense qu'à sa survie. Si la tâche que tu imposes à quelqu'un ne fait pas sens pour lui, le cerveau va s'en détacher. Parce que pour lui, c'est pas efficace. C'est une perte de temps. Il n'y a pas de valeur auquel se raccrocher. Il n'y a pas de bénéfice pour lui. Donc tant qu'on raccroche pas un sens à une tâche, la personne ne sera jamais productive. Ou elle le subira. Ouais, ça durera un temps et c'est tout. Quoi. Je pense qu'il y a une part d'expression aussi à encourager grandement, et on en revient toujours encore aux jeunes, aux enfants, mais d'encourager l'expression. On a tous en nous quelque chose à exprimer, et ça rejoint l'idée du sens. C'est aussi quelle est dans ma singularité. Nous sommes tous issus de cette même essence, mais pourtant la beauté de la chose, et ce qui est une véritable nuance entre division et différence, c'est que tout le monde est différent à l'intérieur de cette unité qu'est l'humanité. C'est encourager l'expression là où tout devient de plus en plus conforme. Tu regardes, tout rentre dans des moules, se lisse, et on devient vraiment des œufs, comme dans Matrix, tu vois, des piles d'énergie, où tu es branché sur Netflix, sur ton salaire, sur ceci, sur cela, sur Deliveroo, et en fait, tu es juste là. Et tu consommes, et tu te fais consommer. Parce que l'expression individuelle, elle n'est pas favorisée aussi, tu vois, on rentre dans un mood. Donc, faire des arts, mettre du sens aussi dans ce que chacun devrait pouvoir réaliser comme ayant une étincelle qui lui est propre, une manière de dire les choses, une manière
artistique en fait, un vrai geste artistique. Alors ça peut se faire en passant par tous les arts, parce que c'est aussi une très belle partie de l'humanité. C'est aussi ce qui fait de l'humain une espèce toute particulière, cette capacité à chanter, à écrire, à danser, à créer des chefs-d'œuvre dans différents médiums artistiques. Mais de pousser cette créativité et de l'embrasser, parce que je pense que c'est aussi une des choses qui bloque notre éveil, c'est de ne pas oser aller au bout de son expression et en rentrant dans des canaux de conformisme. Ouais. Par peur d'être marginalisé. Exactement. Parce que toute cette société, elle contrôle par la peur de justement d'être hors du mood. Et puis c'est ancré en nous, de toute façon, on ne veut pas être retiré de la tribu. Mais en fait, chacun, quelque part, est hors du mood. Bien sûr. Si tu regardes vraiment entre chaque personne et que tu creuses un peu, on dit la masse, mais ça veut rien dire. Quand tu regardes et que tu vas voir vraiment dans chaque humain, il y a un trésor particulier. Ouais, on est tous différents. Exactement. Et sur la santé, pour revenir, pour donner du sens, moi je connais personne qui a pris soin de lui et qui s'est dit c'est nul, j'arrête. Généralement, quand tu commences, tu te rends compte à quel point ça te fait tellement du bien à l'esprit, au corps, qu'en fait, t'arrêtes pas. Et du coup, c'est ça où, en fait, pour redonner du sens, il faut que les gens prennent aussi un peu de plaisir dans ce qu'ils font, parce que c'est vrai que quand tu te forces, par exemple, je pense aux gens qui disent j'aime pas le sport. En fait, t'as testé un sport qui t'a pas plu, mais il existe énormément de sports. C'est pas que t'aimes pas le sport, c'est juste que t'en as essayé un, et que quand tu trouves un sport qui fait plaisir, et ben, t'as pas du mal, tu vas pas à reculons pour aller au sport, et tu sens que ça te fait du bien, et les gens oublient. Et puis, comme on disait au début, c'est que des choses basiques comme marcher, bouger, prendre le soleil, ça coûte pas d'argent, ça te prend du temps, mais c'est pour le bien que ça te fait, en fait, c'est, comme je reprends ton mot, rentable, mais dans le sens où t'es gagnant, en fait. C'est comme le sommeil, on va dire, c'est une perte de temps. Non, pour tout ce que tu gagnes après, c'est pas une perte de temps. Et juste avec des petites choses toutes simples à implémenter et des choses à retirer qui sont néfastes, en fait, tu te rends compte que ta vie va tellement mieux. Et tu retrouves du sens aussi. Mais c'est vrai que les mots ont leur importance. Vous vendez des compléments pour être en meilleure santé par le prisme de la productivité. Productivité, vitalité, ça dépend, énergie, En fait, vous vendez pas de la santé pour de la santé. Alors qu'on devrait. Mais c'est mais ça marche pas. Mais comment en fait je m'en fiche de la productivité. Moi, je parle de santé au final. Mais nous, c'est le prisme que j'ai trouvé pour attirer les gens que je veux toucher. Ouais, ça, t'as des mots-clés à utiliser. Oui, t'as des mots-clés, il faut passer par un autre spectre, en fait, qui est plus axé bénéfice pour la personne, pour lui vendre un élément dont il a besoin. Magnésium et zinc, on devrait tous les prendre, à mon sens, sans trop se poser de questions. Mais c'est vrai que quand tu le vends plus productivité, limite métabolisme, ça passe. Moi, je me dis, l'essentiel, c'est qu'il prenne son zinc. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Et petit sujet pour vous. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. On parlait aussi de trouver du sens, se reconnecter à nous, pas être productif, mais reprendre du temps pour soi. Ouais. Est-ce que le problème, c'est pas juste qu'en fait, on habite dans des zones qui sont inhabitables, et je vais prendre Paris comme exemple, alors que j'y habite, c'est qu'au fond, quand il n'y a pas de soleil pendant 4 ou 5 mois, est-ce que c'est vraiment une zone habitable? Non, mais au sens pur du terme, est-ce que on n'est pas fait pour migrer avec le soleil? Ce qui serait très complexe dans notre société actuelle, si tu avais tout le nord de la France qui descendait dans le sud. Mais tu vois, là, ça fait 2-3 semaines, j'ai une baisse d'énergie, au point que je me suis dit, est-ce que j'aime ce que je fais? Et en fait, Meryl m'a dit, non, c'est juste que t'as pas vu le soleil depuis 4 mois, et c'est normal, tu commences un peu à down, ce qui est normal. C'est sûr que ça joue, mais à l'intérieur de Paris, on peut tous, tu vois, prendre la lumière d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a rien qui nous empêche, nous, d'aller marcher... Complètement. Tu vois, au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, ou d'aller toucher un arbre, mettre les pieds dans la terre. La lumière, même par temps gris, on peut la. Ah bah oui, elle est toujours plus forte entre 4 murs. Oui. Donc, je pense que c'est pas forcément le lieu de vie, l'environnement joue beaucoup, mais c'est à l'intérieur de cet environnement. Qu'est-ce que t'en fais? Quel choix et voilà, comment est-ce qu'on se comporte à l'intérieur d'un même environnement? Est-ce que chez moi, je vais être devant la télé avec en plus mon téléphone, je vais être en train de respirer ou faire de la mobilité par terre en écoutant un podcast qui m'éveille. Tu vois, par exemple, est-ce que je vais commander un Deliveroo ou est-ce que je vais aller chercher des légumes, des aliments que je vais préparer moi-même? C'est à l'intérieur du même cadre. Donc, c'est toujours une question de choix. Je pense que le problème est plus macro, selon moi. C'est qu'on nous force à bosser en hiver. Et ça, c'est encore différent. Pour moi, ça n'a rien à... En fait, pour moi, les grandes vacances devraient avoir lieu entre novembre et janvier, grosso modo. Mais oui! Parce que je pense que l'été est le temps de l'expansion et l'hiver le temps de l'introspection. Oui. Donc il y a moins de soleil, et les légumes aussi sont moins riches en vitamines. Regardez les animaux, le cycle, donc c'est un cycle qui est infradien ici. Les animaux hibernent durant l'hiver, ne sont pas actifs, mais ils sont actifs durant l'été. Donc je pense qu'on a un mode en fait de vie qui est simplement antagoniste au mode naturel du cerveau. Pour reprendre ton exemple encore une fois. Ça joue, c'est clair. Et surtout que
Et un truc, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est une théorie qu'on a avec Meryl depuis longtemps. Parce que tu vois, cette année, au Black Friday, c'est la première fois que je bosse autant. Parce que, faut vendre. Et je me dis, mais attends, mais ça n'a pas de sens, c'est fini à 17h. Je devrais arrêter de bosser à 14h. Et en fait, le Black Friday, ça devrait être au solstice d'été, le 20 juin, quoi. Et c'est vrai que j'adorerais, mais je sais pas comment, de me dire, juin, juillet, août, je bosse. Mais je bosse dans le sens où je prends quand même le soleil et tout. Par contre, de début novembre à fin février, me parlait même pas, en fait. Qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi pas, c'est ça. Parce que... À part tes clients que t'as en direct. Voilà. Oui, Ça fait pourrais... beaucoup. Oui, mais après, je peux toujours effectivement changer de ville. Oui, ou bosser que le matin aussi. Bosser que le matin. Mais c'est le plus dur, c'est de se dire, tiens, je vais à contre-courant. C'est ça le plus dur, Mais finalement. Parce que tu peux très bien créer tous tes contenus en été. Oui, je suis d'accord. Le courant, il est déjà là, mais c'est de remonter comme un saumon. Il y a que nous qui pouvons le transformer. C'est d'accepter et de dire, écoutez, les gars, on se revoit dans 3 mois. Et accepter. Moi, avoir un peu ce FOMO de dire, il se passait ça, il y a un truc qui marche. En fait, le lien social. Mais imagine, entre mars et juin, tu fais tous tes contenus, tous tes emails et tout, c'est programmé. Tranquille après. Il y a toujours moyen, Tu veux rester surtout quand on a pris des cheminements comme les nôtres, de s'organiser comme on veut. Ouais. En réalité, la prison, c'est nous qui nous la créons. Parce qu'on bosse comme des salariés sans être salariés. Mais ce qui, je pense, est important, c'est de penser à toutes les personnes qui sont d'autant plus dans le schéma le plus répandu, justement, de salariat et de mode de vie très rythmé, qui ne suit pas forcément les rythmes de la nature, et même pas. C'est, je pense, à l'intérieur de ça qu'il y a un réel défi, parce que ça représente la plupart des gens. C'est à l'intérieur de cette structure-là qu'on devrait pouvoir se transformer avec le peu d'espace dont on dispose, mais qui est déjà suffisant pour opérer une transformation. C'est pas parce qu'on est restreint par ce mode de vie-là que la transformation ne peut pas opérer. Ou qu'on doit se cacher derrière ça pour ne pas changer. On est déjà sorti d'une certaine structure. La prison, on se la crée nous-mêmes, entre guillemets, quand tu es entrepreneur. Parce que, ou tu es à ton compte, ou tu es un travailleur indépendant, comme on voit dans plein de métiers de santé, de thérapeute et autres. Mais ça, c'est déjà une autre structure. Ce qui est important, je pense, c'est de donner de la force, de la compréhension et des clés de lecture sur qu'est-ce que je peux faire si je suis, entre guillemets, la tête dans le guidon et à l'intérieur de la matrice. C'est comment, à partir de là, je peux commencer. Tu vois, je suis restreint, mais je peux quand même commencer à créer un peu de mouvement. Prendre un pas de recul et tout. Exactement, en bougeant mon corps. Comment est-ce que je me nourris? Me nourrir, c'est pas que ce que je mange. Ça, c'est déjà évident. Mais c'est qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'écoute, avec qui je parle, mes cercles sociaux, mes relations, toutes mes interactions, elles sont tout le temps en train de me nourrir. Et ça, c'est pareil, c'est des piliers de santé. La relation sociale, la relation à l'autre, c'est aussi important que la qualité de sommeil, ou ce qu'on mange. Nos contacts sociaux, nos discussions, elles sont vitales. Et qu'est-ce que vous feriez là si vous aviez 2 mois de vacances? Je vous pose la question parce que vous allez m'engueuler, vous deux. Là, demain, tu me dis à 17h, t'arrêtes de bosser. Je vous promets, je sais pas quoi faire. Si, je vais lire un livre, mais au fond, moi, le livre, il sera quand même dans un intérêt certain. J'ai l'impression que je sais plus ce que je faisais avant. Du sport? Oui, mais tu vois, moi aussi, le sport, je vois un peu comme le travail quelque part. Oui, c'est vrai que toi, du coup, tu évolues Sauf si dedans. je vais jouer au tennis, tu vois. Là, tennis, on joue. Tennis? Ben voilà, en fait, il faudrait juste que je m'inscrive à un club de tennis, quoi. Non, mais c'est voilà, il a la réponse. Tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque jour nous approche de la mort. Le memento mori. Et en plus, on vit comme si on avait le temps. On vit comme s'il nous restait longtemps à vivre. On ne sait jamais ce qui va se passer demain. On sait très bien que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter pour une multitude de raisons. C'est aussi redévelopper une sensibilité à l'urgence de vivre, mais pas dans justement une urgence qui nous met en C'est pas une frénésie, quoi. Exactement. C'est une sensibilité du cadeau que nous avons d'être en vie, de retrouver de l'émerveillement. Parce qu'on banalise un peu tout, on parle de choses très matériel, le travail, combien je gagnais à la fin du mois, il faut que je m'occupe de ça, de ci, mais déjà on est là, on est en vie, on est dans ce corps. C'est miraculeux en soi, mais c'est tellement banalisé maintenant que notre sensibilité, elle est amputée la plupart du temps d'être juste conscient du miracle que nous avons de simplement être. Donc un peu par rapport à ce que tu disais, juste le fait d'arrêter de faire quelque chose, de célébrer le fait d'être, ne serait-ce que quelques minutes, ce qu'on peut appeler la méditation, ou un peu plus dans une journée. Il faut se rééduquer à ça. On n'arrive plus à avoir des moments d'espace
Toi, Jérém, tu pourras peut-être nous éclairer là-dessus par rapport au Ouais, fonctionnement toujours du cerveau et de la faire, dopamine. et- Mais ouais. juste ne rien faire d'autre que vivre. Tu vois, laisser de l'espace, le silence. Ça vient de là, les traditions où il y avait beaucoup les moments de retraite. On se mettait en retraite mais pour retrouver justement, parce que dans cet espace, les choses peuvent émerger. Mais en étant tout le temps rempli de quelque chose, déjà on comble rien parce que c'est un puits sans fond, mais il n'y a rien de nouveau qui peut émerger parce qu'on passe toujours en fait d'une activité à l'autre sans jamais laisser la place à quelque chose de nouveau qui va pouvoir Et sans germer. transition déjà entre les Et sans activités. transition, exactement. Mine de rien. Ouais. Et on en revient à quelque chose qui trouble un rythme naturel. Oui, le vide. Exactement. Vide, chaos, renaissance. Et là, on est comme dans un perpétuel chaos mental, physique. Et pour vous, il faudrait s'ennuyer tous les jours, du coup? Ou pas forcément? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, s'ennuyer dans le Qu'est-ce que sens. s'ennuyer, tu Ouais, vois qu'est-ce que- Qu'est-ce que l'ennui? Rien faire. Vraiment se dire. Est-ce que rien faire, podcast. c'est s'ennuyer? Baudelaire parle de l'ennui magnifiquement, mais comme quelque chose de très mélancolique. Mais est-ce que si juste avoir le luxe de s'asseoir chez soi et ne rien faire et juste être là, est-ce que c'est pas quelque chose de merveilleux en soi? Si. D'avoir le luxe de juste faire ça pendant quelques minutes. Ah si. Non, mais pour ceux qui Aujourd'hui. nous écoutent, tu vois, je me dis, comme on disait, on est dans une société où on veut toujours faire plus. Après, il y a des choses qu'on fait qui servent à rien. Clairement, scroller 4 heures sur TikTok, ça apporte pas. Des fois, ça peut apporter si tu veux t'informer sur du contenu et tout. Mais bon, des fois, tu sais que tu fais et tu dis, en fait, qu'est-ce que je fais pendant 4 heures? Mais plus ce côté, moi, je sais que c'est très dur pour moi de rester à rien faire sur un canapé. Par exemple, moi, m'asseoir, déjà, c'est dur. Donc, je pense à tous ceux qui nous écoutent, tu vois. Est-ce que, du coup, tous les jours, il faudrait s'autoriser ce petit temps ou ça dépend vraiment de notre mode de vie? Tu vois, on parlait de productivité. Toi, pour le cerveau, Jérémy, qu'est-ce que tu pourrais, du coup, conseiller? Déjà, question bête. Est-ce que vous écoutez de la musique ou des podcasts pendant le sport? Moi, musique ou rien, ça dépend. Ouais, musique ou Podcast, rien. impossible pour moi. Je me dis, je suis passée. Enfin, je suis tellement en train de pousser que j'entends. Je peux pas écouter ce qu'il dit, tu vois. Des Vous fois, avez essayé des fois sans rien? Ouais, moi, Ouais. bah. Ok, Mais c'est déjà bien. Le problème, c'est que à la salle, il y a de la musique. Ouais. Ah, Et c'est- moi, c'est vrai que je suis chez moi tranquillement, Bah en ouais. mon dojo, donc c'est encore différent, c'est vrai. Quand t'as la salle et qu'il y a la musique que dans la salle, Oui. c'est pire que. C'est la pire. Oh, c'est souvent une belle sélection musicale. Ah oui, c'est oui. On est. Très motivant. Non, Ouais, c'est c'est Vivaldi. Ah oui, non, mais super, mais quand t'as la salle et qu'il y a Justin Bieber, tu vois, genre, oh là, ça me motive pas trop, tu vois, sous mon bar de bench. rigole, bien sûr, on imagine un peu les playlists. Mais tu sais, ce que tu disais, Meryl, en fait, c'est que je voulais pas encore nommer et remettre ce mot dessus, mais c'est pour ça que je suis tout le temps en train de rabâcher ça, ce qu'on appelle la méditation. C'est tellement transformateur de prendre quelques minutes, se connecter aux différentes perceptions et juste être là, connecté avec les sensations physiques, les sons, les images, tout ce que les sens peuvent capter, et ça nous recalibre naturellement. Et le début, pour des personnes qui méditent pas encore, il va être très mécanique. Mais ça va être petit à petit, comme un fil d'Ariane sur lequel on va tirer, et on va pouvoir commencer à avoir le dessin complet de ce que nous sommes. Si on persévère, sans être dans la force, en se disant, faut que je m'attienne 1 heure et que je contrôle mes pensées, c'est pas du tout ça. Quelques minutes, observer sa respiration, observer l'expérience humaine de juste être, en passant par les couches sensitives. Et petit à petit, on va commencer à pouvoir comprendre, oh, il y a cette pensée névrotique ou répétitive qui revient tout le temps, ou ce schéma de peur, ou ce schéma addictif qui veut tout le temps m'amener justement, ne serait-ce qu'à scroller. Et si on s'accorde ça, ne serait-ce que quelques minutes, on se fait un des plus grands cadeaux qu'on puisse se faire à soi, parce que c'est le meilleur moyen de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne en vue de se transformer. Donc, s'accorder ces espaces de méditation quotidiennement, pour moi, c'est une des solutions globales à tout ce qu'on évoque là. Et en Et plus- je pèse mes mots. En plus, ce bénéfice, alors je sais pas si tu vas apprécier mes propos, c'est que tu peux le chronométrer au début. Aïe. En fait, déjà que ton cerveau sait qu'il y a déjà une fin quand tu commences. Ouais. Et ça le rassure à passer à l'action. Le plus compliqué, souvent avec l'ennui, c'est quand tu ne sais pas où est la fin. Ouais. C'est sûr que moi, c'est Bien plutôt sûr, on dans mon commence par lit, des- je le fais à la limite. Pareil, je médite, mais du coup, ça m'endort. Et donc, non, mais tu vois, je suis bien, du coup, tu vois, mais effectivement, le côté, si tu veux le faire en journée et quoi, pour te chronométrer, oui, c'est vrai que chronométrer, je Je te peux pas rappelle qu'on penser. a fait la marche chez Pierre, au premier bootcamp. Mhm. On connaissait pas la fin. Ouais. Pour moi, le plus dur, c'était ça. En fait, on a fait une marche avec des poids de 50 kilos, etc., en montagne, pieds nus sur des ardoises coupantes. C'était bon. C'était génial. On a fait 2 fois 3 quarts d'heure. Bah ouais, c'était magnifique. Et en fait, il y a que Pierre qui connaissait la fin.
Et le plus dur, c'est pas tant au final porter les charges. C'est une charge, ça passe. C'est-à-dire jusqu'à quand? Mais quand est-ce que, entre guillemets, je vais arriver? Et quand t'as pas la perception de la fin, c'est là que c'est le plus dur, je pense. Oui, parce que l'effort, tu sais pas comment le répartir, en fait. Et pour la méditation, je pense que les premiers pas, quand ils sont chronométrés, c'est plus simple à mettre en place. Parce que t'as déjà une fin qui est vue par ton cerveau avant, encore une fois, de t'en extraire. Bien sûr, On est bien d'accord. On commence par des petites. Il faut commencer par les éléments dogmatiques un peu simples, très protocolaires, très cartésiens, avant de s'en extraire. Complètement. Mais ce qu'il faut après comprendre, c'est que c'est pas la méditation et le fait de s'asseoir et de se relaxer quelques minutes tous les jours qui fait le travail. C'est que petit à petit, tu commences à réaliser donc ton fonctionnement, tes schémas, et après, ce qui nous intéresse, c'est le transfert de l'état de présence que tu développes de manière formelle, donc en t'asseyant, en méditant, ce qui est vraiment un entraînement de l'esprit, comme on fait un entraînement du corps, même si on peut pas faire non plus une parallèle totale, mais c'est un muscle de l'attention qui se développe. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que dans mes moments de calme, je commence à comprendre mes modes de comportement, mes schémas, et d'observer, de réaliser ce que je veux transformer en moi. C'est comment est-ce que je vais le transférer justement à ma vie de tous les jours, et petit à petit avoir 30 minutes de présence où je suis au travail ou dans ma famille ou dans telle ou telle situation. Et là, je commence à avoir un vrai état de présence, un vrai état de conscience. Et c'est ces choix que je vais faire dans ces moments-là qui vont transformer mon être, qui vont transformer ma vie et qui vont donc transformer une partie du monde que je suis. Donc, c'est de transférer. La pratique formelle, elle n'est là que pour transférer un degré de présence et une compréhension bien plus profonde de la vie pour les 23h50, si on médite 10 minutes par jour. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va appliquer ça. Mais pour ça, ça nécessite du temps. Ça nécessite de la répétition. Mais elle est là, la valeur de la méditation. C'est pas juste être là et être dans le vide. C'est comment est-ce que cet état, après, tu le développes au quotidien. La méditation, elle a pas de fin. C'est un état qu'on devrait pouvoir maintenir au maximum. Mais pour ça, faut pas l'objectiver, parce que si tu le rends objectif, tu t'en détaches. C'est ça. C'est comme les gens qui veulent lire 50 livres à l'année. Au final, tu le lis pour lire sans appliquer. C'est pas quelque chose à atteindre. C'est pas une pratique, c'est vraiment un état qui est en nous, mais qui n'a jamais été contacté, qu'on nous a pas éduqué à être en présence. Ce qu'on appelle la présence. C'est ça, la méditation. On vit en inconscience, en mode automatique. La méditation, c'est un changement de mode où je passe de la réaction conditionnée inconsciente à l'action consciente. Mais ça se cultive moment par moment. Et moi, je dirais qu'on est sur Terre. En grande partie, ce n'est que ma perception individuelle. Enfin, je veux pas la projeter, mais ma compréhension actuelle de ce qu'est la conscience et l'évolution de notre espèce, où la conscience passant par nous et son cheminement, c'est le fait que la vie est une forme de grande école permettant à la conscience d'évoluer elle-même. Et pour que la conscience évolue, il faut qu'il y ait tous ces états de friction qui amènent, donc, de par la complexité, amènent une possibilité d'évolution, mais que pour évoluer, le meilleur moyen de laisser la conscience s'exprimer par nous, c'est développer un profond degré de présence dans nos vies, quel que soit ce que l'on fait. Que ce soit du professionnel, du personnel, peu importe. Développons un état de présence, et plus on fait de la place en nous, plus ces choses vont pouvoir nous traverser, et on va évoluer de manière individuelle et donc collective. Une personne qui s'éveille, sa lumière va pouvoir éclairer un petit peu les personnes autour d'elle, qui vont à leur tour s'éclairer, et ainsi de suite. C'est viral. Ce qu'on disait, après, les effets sont cumulés, quoi. L'impact est tellement important. J'avais un conducteur, moi, à la base. C'est bien, on a rien suivi. Allez, au revoir. On est parfait. C'est magnifique. Je sais même pas si on a abordé les thèmes que tu avais évoqués. Mais rien du tout, mais même par rapport à votre marque de complément, vous voulez en parler à la base. Mais oui, mais parlons-en, Nutripreneur. Sans transition. Vas-y, je t'en prie, c'est toi la bosse. C'est quoi Nutripreneur? Nutripreneur, ce sont des compléments alimentaires faits en France, de très haute qualité, pour justement aider les gens à améliorer leur santé, parce que on fait du coaching, donc sport, nutrition, bien-être, sommeil, où là, on aide les gens, mais de façon personnalisée. Et les compléments alimentaires, pour nous, c'est une façon d'aider encore plus de personnes à être en meilleure santé, parce que c'est plus accessible. Et aujourd'hui, le monde fait que même si on se nourrit bien, on est les premiers, justement, on disait, il faut montrer l'exemple, on est les premiers à faire du sport, à très bien dormir, à très bien manger, à vraiment optimiser des produits de très haute qualité, etc., de gérer son stress. Et malgré ça, l'alimentation d'aujourd'hui a quand même beaucoup moins de nutriments
qu'avant, parce que il faut produire toujours plus pour nourrir la population et c'est normal. Et donc du coup, les aliments ont moins de qualité, on est encore plus stressé avec nos modes de vie modernes, donc on a besoin encore plus d'énergie. Tu parlais de la pile un peu. En fait, si tu décharges ta pile et que tu la recharges jamais, au bout d'un moment, tu te fatigues et la corde, elle lâche, quoi. Et aussi par le fait que quand tu fais du sport également, tu vides ton énergie. Et donc, du coup, c'est une façon d'aider à améliorer l'énergie, le sommeil, réduire le stress. On parle de bénéfices. La productivité des personnes grâce à ces compléments alimentaires qui sont 100% naturels. Donc, voilà, pour Nutripreneur. Elle est forte. Magnifique. Et au-delà du business, c'est quoi Le pourquoi. Ouais, c'est quoi l'intention forte derrière, le sens et vers où est-ce que vous visualisez Parce qu'il y a plein de marques aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et même des marques franco-françaises, etc. Qui sont de bonne qualité. Nous, on voulait avoir... on pourrait faire le discours habituel de on veut faire des bons produits, mais comme tu l'as dit, en vrai, ça existe aussi. On voulait, par contre, être un site où chaque produit est le prime de ce qui peut exister de la verticale de ce produit. Pour aller très simplement, des fois, tu as des sites où le magnésium, il est trop bien, le zinc, il est trop bien, et la vitamine D, je vais l'acheter ailleurs. Nous, on s'est dit, on va essayer d'être au prime sur tous les compléments. Et la vision long terme, c'est que on se dit, alors, il y a un mot business, mais tu vas comprendre, c'est à chaque fois que quelqu'un dépense de l'argent chez nous et que nous, on en gagne, on veut que ce soit pour qu'il améliore sa santé. Aux impôts. Et pour améliorer sa santé. Donc, le mantra, c'est on ne peut pas vendre quelque chose dont, on ne serait pas consommateur, ou deux, où le soir, on dormirait pas sur nos oreilles. On est des personnes qui sont très connectées aux émotions des autres, donc si on sait qu'on vend de la merde, on se sentira trop mal. Donc c'est ça la mission, et l'idée de demain, c'est d'en faire presque un label de santé. Si on peut le pousser et faire un supermarché en ligne de qualité, bio, peu importe, on va pousser le truc, et comme tu l'as dit, nous on prend la bonne nourriture, et on est les premiers à se dire, mangez bio, et en plus, complémentez-vous. Là où pour certains, j'ai l'impression que les gens disent, ouais, mais ou tu manges bien ou tu te complémentes, regardez, les deux vont aussi de pair. Et notre slogan, c'est libère ton potentiel. Parce que nous, l'idée, c'est pas de se dire, je suis pas stressé, ça va. C'est, toi, tu vas par la confiance, par exemple. Et nous, c'est par les nutriments. Comment tu vas chercher plus, quoi. Et à chaque fois que les gens nous voient, ils disent, vous avez bonne mine, vous avez plein d'énergie. On dit, oui, mais parce qu'on incarne, on applique. Et en plus, moi, je reviens de très, très loin en termes de mine, parce que j'ai été ravagé par l'acné. Et quand quelqu'un me dit, t'as bonne mine, vous avez pas idée le compliment que c'est, parce que, moi, on voyait pas ma peau à un moment. Et j'ai jamais pris de médicaments et tout. Enfin, c'est pas vrai, j'en ai pris un peu, mais j'ai vite arrêté. Effets secondaires et tout. Et donc, tu vois, c'est de montrer que c'est possible. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille dur. C'est pour apporter aux gens un nouveau message qui est, à mon sens, qui est prenez soin de vous. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une vie de moine. Parce que très souvent, il y en a qui disent, mais attends, c'est où je prends soin de moi, où je bosse, etc. Et vraiment, regardez, un petit Pareto de la santé, il y a un entre-deux. Tu peux bosser dur. Mais par contre, quand tu as fini de bosser, tu vas au sport, tu fais ton sauna, tu fais ton petit repas, et regarde, à la fin de la journée, quand tu disais, tu tires d'un côté, ça, hop, on a tiré les deux sens, et c'est parfait. Et nous, on veut porter ce message parce qu'on a l'impression que dans le monde de la santé, c'est ou presque culpabilisant, en mode, faut tout bien faire, etc. Ou tu as le côté, non, mais laisse tomber, comment, etc. Nous, on peut faire les deux. On peut manger une pizza, et en même temps, le lendemain, partir sur 2 heures de marche, ça nous fait plaisir. Ouais. J'espère que ça répond à ta question. Et aussi... des compléments, toi, Steph? Pardon, non, vas-y. Tu prends des compléments, toi? En fait, qu'est-ce que ça veut dire, des compléments? Est-ce que tu prends des gélules pour te supplémenter au quotidien? En vitamines, etc. Ouais, j'en prends un petit peu. J'en prends pas mal, mais ça c'est comme disait Flavio, c'est... et Meryl, tous les deux. C'est vrai que même quand tu manges bio, il y a un niveau de... C'est beaucoup moins riche aujourd'hui. Bien sûr, mais j'en prends aussi, donc bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où le jardin était là depuis toujours. Ma ça, c'est l'ultime, le goal. C'était vraiment une connexion où même elle m'apprenait à remercier chaque légume au moment où on l'enlevait de la terre et chaque fruit. Génial. Et j'ai grandi avec ça. Même dans une famille française, elle avait... ma grand-mère, c'était une chamane. Elle avait cette vision de la terre-mère. Et puis ta mère en a hérité en plus. Et ma mère a hérité de ça. Donc ma mère vit en autosuffisance quasi complète grâce à la permaculture. Génial. Elle cuisine que au bois, avec la cuisinière en bois. Elle se chauffe que au bois, panneaux solaires. Il n'y a même pas de connexion à EDF ou juste si besoin. Donc j'ai grandi avec cette chance-là. Donc
les valeurs nutritionnelles de ce que je mange, je tâche d'avoir un maximum d'aliments, tu vois, extrêmement riches. Mais sinon, évidemment, avec l'entraînement, ayant fait des arts martiaux haut niveau, même du culturisme naturel, j'ai poussé le corps, mais dans un extrême en termes d'entraînement, d'heures d'entraînement. Donc ouais, je me suis complémenté beaucoup. Parce que Steve prenait la protéine sans eau. Non. À une époque. Ah non, mais le corps, moi, j'en ai fait des conneries. Hein. Quand j'avais poussé l'exploration du culturisme, j'avais bien poussé le corps, mais à des moments où, c'était à l'époque, c'était les brevets d'état à Cumèze, c'est quand j'avais fait mes études de préparation physique. Et tu pouvais choisir dans ce diplôme, soit tu allais performer en haltérophilie, soit en culturisme, soit en force athlétique. J'avais choisi culturisme, et en plus, je me suis dit, quitte à explorer ça, va faire de la compétition et tu verras bien. Mais à la fin, les sèches, je tirais tellement sur la corde, on coupait l'eau, et moi, je mangeais de la protéine en poudre, comme ça, sans eau, sans rien, et je la mâchais. Oh là là là. Ah non, mais j'ai testé pousser le corps dans les derniers retranchements, et évidemment, il y a eu des blessures. Moi aussi, je suis tombé, quoi. J'ai dû t'apprendre de tes erreurs, bien sûr. Mais après, il y a certains extrêmes qu'on doit pouvoir les toucher, chacun en fonction de ses cheminements. C'est aussi ce qui nous permet d'apprendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de voie parfaite, il n'y a pas de il faut faire comme ça absolument. C'est essai-erreur. C'est bien sûr qu'on se trompe tous. On sera toujours quelque part imparfait. L'humain est imparfait là. Il y a une perfection dans cette imperfection, on pourrait dire. Mais c'est au moins de se donner les moyens d'aller tester ces choses, d'aller pousser, de se donner l'opportunité de se dire, bon, jusqu'où je peux aller, dans tous les cas. Ça, c'est beau de le faire. Mais après, pour en revenir à l'alimentation, aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé depuis des années, ça, je te parle de ça, c'était il y a plus de 15 ans, c'est de cuisiner, c'est justement prendre le temps de voir la cuisine aussi comme une méditation. T'es connecté avec tes aliments. Oui. Tu manges en gratitude, tu prends le temps de mâcher. C'est un moment que tu ritualises. Ouais. Je m'assieds, que ce soit avec des personnes autour d'une belle discussion. Là, c'est pas je mange en 2 secondes devant un écran. Je suis conscient que déjà j'ai la chance de manger. Je rends grâce pour ces animaux, ces végétaux qui nourrissent mon corps, qui me permettent de construire l'être que je suis. Et je prends le temps de mâcher chaque bouchée. La méditation, elle est partout. Ouais, on n'est pas obligé de s'asseoir et de dire, bon, là, je bloque 10 minutes, c'est la méditation. C'est quand tu mâches, comment la texture, le goût, comment est-ce que tu respires, comment est-ce que tu vas boire tes aliments et mâcher tes boissons. Tu vois, toutes ces choses-là. Rendre grâce, prendre le temps de respirer. Donc, c'est un tout. C'est à la fois, oui, prendre des suppléments, c'est bon, mais si tu manges n'importe comment, bien sûr, ça n'ira pas. C'est vraiment une compréhension holistique de notre hygiène de vie et de tous ces piliers. Mais c'est fantastique aujourd'hui d'avoir la possibilité d'isoler effectivement des sources nutritives très riches, parce que pour l'instant, notre manière de consommer, elle est appauvrie. Notre manière de produire aussi. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire de la permaculture. C'est ça. Oui, c'est que du coup, ta famille, c'est une chance inouïe. Clairement. Et c'est sûr que là, la qualité des aliments, c'est incroyable, mais malheureusement, la population au global n'a pas accès à ça. C'est infime. Et aussi, à travers la marque, ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on éduque beaucoup les gens. Justement, on dit pas juste, tiens, tu manques de ça, prends ça. Tu vois, on parle beaucoup de santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un podcast aussi. Et on a une communauté privée. Donc, tous nos clients ont fait des lives. D'ailleurs, ce soir, on en fait un live. On parle de nutrition. Et on veut vraiment éduquer les gens. Et pas juste dire, on a créé ça, prends ça. En fait, c'est mettre encore une fois, mettre du sens dans tout ce qu'on fait et avoir une vision 360 et pas juste la solution magique. Tu vois, on ne dit pas que les compléments, c'est une pilule magique. Ça aide grandement. Effectivement, si tu manges de la merde, c'est toujours mieux d'avoir des compléments, mais c'est pas ce qui va permettre à ton corps d'aller bien, tu vois. Ça peut combler, mais on ne dit pas que ça va remplacer une bonne alimentation. Mais il y a quand même des bases à avoir. On les explique, on les donne, et encore une fois, des conseils faciles que tout le monde peut implémenter et qui aident vraiment les gens à être en meilleure santé. Donc je pense que c'est vraiment aussi ce qui nous différencie, c'est que on est dans ce milieu-là, on est les premiers à porter ce message aussi et à faire l'expérience sur nous, parce qu'on disait tout à l'heure, la science c'est bien, la théorie c'est bien, mais aussi l'expérimentation. En fait, on est tous différents, personne ne réagit de la même façon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du coaching, on voit bien d'une personne à l'autre, t'as beau mettre les mêmes méthodes, ça marche pas de la même façon. Et c'est de trouver ce juste milieu, cette différence qui fait qu'après, tout le monde se sent bien, quoi. Donc voilà. Oh, j'ai une question à vous poser.
car c'est une marque française, vous l'avez dit. Ouais. Pourquoi des noms anglais pour les produits? Deep Night, par exemple. Ouais, Deep Night, etc. Ouais. C'est une vraie question. Hein. Ouais. On se l'est posé aussi. On a fait un En fait, sondage on a fait un sondage auprès de la commu. Et Deep Night a gagné de très très loin. par rapport à surtout. sommeil ou quoi. Ouais. Ok. Et je pense qu'il y a ce côté un peu cool. Tout simplement. Ouais, mais de mettre, les gens ont bien aimé le mot anglais. On Ok. avait proposé sommeil profond, dodo, plein de choses. Et vraiment, Deep Night gagnait tout le temps sur tous nos réseaux différents. On s'est dit, bon. Ok, d'accord. Et puis focus, c'est un mot qui est presque français. Focus maintenant, oui, c'est ça qu'il a Tu vois. compris. Ouais. Puis après, anti-stress, magnésium, zinc, vitamine D, c'est français. Donc, Ok, intéressant. mais d'ailleurs, c'est le seul dans le pipe de tout ce qu'il y a à faire qui a un prénom, enfin qui a un nom anglais. Un prénom, c'est un gosse, le truc, qui a un nom anglais. Un peu quand même, c'est un projet. Bah, hein, c'est c'est un- comme. ouais. Là, c'est un peu que c'est un peu notre C'est un bébé. C'est enfant. comme un enfant. Mais Quand t'as des tu vois, enfants, tu dis ce plus ça. côté éduqué. Non, clairement. L'enfant, tu le poses pas sur une étagère. Tu peux en soi, mais pas très longtemps. Non, mais en tout cas, on sent que vous y mettez beaucoup de cœur. C'est important, la C'est vision beau et de long le faire terme, ensemble. de vraiment éduquer. Mm. Et tu vois, on est en 2025, donc depuis un mois et demi, le taux de clients récurrents est de 50%. Donc ça veut quand même dire que, les gens adhèrent, que les produits fonctionnent, mais qu'aussi ils se disent, ok, je viens pas juste pour du magnésium. Il y a toute une expérience derrière. L'idée, c'est d'être une galaxie de services, quoi. Même si un jour on pourra faire des choses ensemble, le moment viendra, tu vois, quand on sera assez grand pour faire plein de choses. Les gens viennent aussi pour ça. Donc on veut plus être un mouvement et tu vois, t'es un nutripreneur. Mm. Tu peux l'être. Mhm. Il y a des marques où c'est une marque. Oui. Et nous, quand on a pensé dans de marque, on s'est dit, est-ce qu'on peut être un nutripreneur? Comme tu peux être un San Pellegrino, quoi, tu vois. Je suis pas sûr que l'exemple soit le meilleur. C'est pas ça. Mais- Non, mais Là, elle est sur la parce table. qu'on peut pas. Non, Hop là, mais c'est tu vois, dégage. Bah justement, ça montre. ça montre qu'on peut pas. Et nous, on s'est dit, ok, il faut que les gens disent, mais c'est pas juste tu achètes chez, c'est T1. Et ça change tout. Parce que du coup, tu parlais de message en tout début du podcast, c'est comme ça qu'on va le diffuser. Et si quelqu'un est convaincu qu'il parle de nous en bien, bah c'est parfait. Parce que nous, on est garant de la qualité, et puis derrière, le message. Tu vois, une des grandes forces de leur manière de faire, je trouve, c'est par rapport à... Évidemment, il y a un côté où tu dis, je crée de l'abondance, je fais de l'argent, c'est un business. Ça fait partie des différents prismes qui, aujourd'hui, font que ça fonctionne comme ça. Mais pour moi, ce qui est une grande transition dans ces manières de faire, c'est toute l'éducation qui est autour. Ouais. Et vous faites un grand travail là-dessus avec le podcast, etc. Et ça, vraiment, grand bravo pour ça, parce que c'est ça, pour moi, la transformation. C'est pas incompatible de créer de l'abondance. Ouais. Surtout que ça fait du bien aux gens, en mais fait. complètement. Oui. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout incompatible. T'es pas obligé de pourrir la vie des gens pour acquérir de l'abondance et avoir un bon business. Ouais. On peut être complètement vertueux dans notre manière de transformer les choses en disant que réussite financière, business, abondance sous toutes ses formes n'est absolument pas incompatible avec éthique, Mm. Ça. Voilà. éducation et Ça des met choses plus de qui- temps, Voilà. mais je suis d'accord avec toi pour extrapoler. Nous, on est convaincus qu'on peut même devenir, pas spécialement nous, mais on peut être milliardaire en aidant les autres. Mais bien sûr. Parce que être milliardaire, c'est aider 1 milliard de personnes Oui. dans notre façon de voir. En vrai, demain, tu vends du magnésium à 500 millions de personnes, tu peux quand même dormir sereinement le soir. Mm. Surtout avec du magnésium. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté. Alors, au revoir. Non, mais tu vois, t'as ce côté où tu peux, même quand tu vends, je sais pas, tu vois, Jérém, si ton livre il se vend à 1 milliard d'exemplaires, c'est génial. J'aimerais. J'aimerais aussi pour toi. Visualisation. Mais tu vois, il y a un côté bénéfique. Si toi, dans ta communauté, demain, t'as 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes, Mais bien sûr. je veux dire, t'aides les gens. Donc, c'est pas Oui. incompatible. Non, On mais pense ça, trop ça, milliards c'est- ça, comme. c'est vraiment bien sûr, important complètement, d'en parler tout parce que négatif. aussi, Il y aura un tu tabou vois, de par l'argent rapport aussi. à une jeune génération qui aussi s'extrait du format classique parce que ça leur convient pas et parce qu'ils grandissent avec toutes les influences de youtubeurs, d'influenceurs, de je sors, je crée mon truc. Être entrepreneur, c'est à la mode en ce moment. Oui. Bah ouais. Tout le monde est entrepreneur, j'ai l'impression. C'est tu vois vrai. C'est vrai. Tout le monde se lance, ouais, non mais. Mais justement, c'est génial parce que ça veut dire que tu peux complètement, avec une compréhension justement plus holistique et vertueuse, aligner le sens, le cœur, le corps, l'esprit et faire en sorte que ce qui, toi, t'apporte de l'abondance, t'épanouit, t'amène sur le papier ce qui est apparemment le succès, la réussite, mais qu'en plus tu fais du bien Bah oui. autour de toi. Et ça, c'est pas du tout incompatible avec une évolution. C'est juste que forcément, c'est vrai que ça répartit les ressources différemment. Là où quelques grands groupes, grandes firmes se partagent en fait les quelques parts du C'est gâteau, ça.
Mais une fois que plus de personnes comprennent que tu peux complètement créer quelque chose qui t'apporte toutes ces choses-là et que tu amènes justement de la vertu et une évolution. Et ça, c'est, je pense, un véritable... Une force de aussi ce qu'on peut voir émerger en ce moment, c'est toutes les personnes qui entreprennent, mais qui ont compris ça. Que t'es pas obligé de te sacrifier pour faire de l'oseille et que ensuite tu pourras profiter de ta vie. C'est je me sacrifie, je fais de l'argent et après c'est bon, j'aurais tout donné, je peux me la couler douce. C'est qu'en fait le processus en lui-même il t'éveille. Ouais, Le fait d'entreprendre, il t'éduque, il t'éveille, il fait du bien autour de toi. Le fait de faire du bien aux autres, c'est humain, ça nous fait du bien, donc c'est vertueux. C'est ça. Plus je fais du bien, plus moi je me sens bien, plus j'ai envie d'entreprendre de grandes choses et plus je peux transformer cette partie de la société. Et on veut aussi être initiateur d'un mouvement on peut entreprendre sur 60 ans, donc on a le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est en mode, je me bute 5 ans, comme tu as dit, je revends, je fais mon million et je me casse. Et nous, on est en mode, ouais, mais en fait, surtout qu'on prend la santé et tout, je suis convaincu qu'on a une génération qui pourra atteindre les 100 ans en bonne santé. Vraiment. J'ai encore pas mal d'années du coup où je vais pouvoir faire toujours en ayant en tête l'urgence de la vie comme tu disais, mais aussi ce côté faut pas oublier de profiter. Et c'est vrai que tu vois dans notre écosystème parisien c'est plutôt ça trace et on se rend compte que on va pas spécialement moins vite à prendre le temps pour ce secteur-là, on s'entend, parce que la vision elle est long terme et nous on se dit mais comme tu dis on fait tout ça aussi pour derrière partager, profiter. Pas juste un tableau sur Shopify avec nombre de commandes et on avance, tu vois. Donc savoir couper, savoir prendre du repos. Et ça, plus tôt on le comprend, mais c'est vital. Moi, je me permets de parler sur ces sujets-là parce que j'entraîne et j'accompagne des personnes très riches au niveau financier depuis que j'ai 18 ans. Ça fait donc plus de 17 ans que je fais ce métier-là, même si ça évolue. Tout ça pour dire que j'ai vu tellement de personnes riches qui avaient coché toutes les cases sur le papier. Succès, reconnaissance, notoriété, les maisons, les villas, les jets. Mais pas heureux. C'est dingue. En vrai, c'est fou. Mais parce pas heureux. Tout le monde le Moi, dit, mais je parle pas de choses pour dire c'est joli, c'est gentil, on dit ça parce que c'est vrai que c'est un concept, c'est sympa. Non, c'est clair. Si tu n'alignes pas ton abondance financière avec quelque chose qui a réellement du sens pour toi, qui t'épanouit, tu ne seras jamais en paix. Jamais heureux. Il y aura toujours un vide que les milliards ne pourront jamais combler. Il faut que ça ait du sens et il faut que ça puisse contribuer. Sans ça, c'est un puits sans fond, jusqu'au lit de mort. Mais il faut le dire. Ça sert à rien de courir après juste l'abondance sans sens. C'était la thématique du moment, retrouver du sens aussi dans tout ce qu'on faisait. Pour les autres, c'est ok, mais aussi pour nous. Vous avez fait comment alors ? On a juste discuté. On s'est dit, attends, à la base, pourquoi j'ai commencé l'entrepreneuriat parce que je voulais être libre. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les vacances, l'hiver, etc. La prison. Voilà. Deuxième chose, parce que je voulais être indépendant financièrement. Et on a eu une grande révélation, c'est que, tu sais, au moment où on se payait plus pour réinvestir. Et figurez-vous qu'on se paye plus depuis septembre 2023. Et là, il y a 3 semaines, avec Meryl, on se souvient, on fait, attends, il y a un souci là. Ça fait 1 an et demi qu'on se paye pas. Si nous-mêmes, on se paye pas, qu'est-ce qu'on renvoie comme image aux autres, aux équipes, etc. Et tu vois, c'est bête, hein, mais on était tellement dans le truc on réinvestit, on scale, qu'on avait oublié de juste se payer la tranquillité d'esprit, la sérénité de se dire, voilà, à la fin du mois, taxe ça tombe, etc., etc. Donc juste se recentrer sur ça. Et depuis qu'on a revu ça, je suis encore plus motivé pour rebosser, parce que du coup, j'ai rechargé mes batteries internes et que j'ai une vision altruiste, une vision future, une vision égoïste et une vision globale. C'est un équilibre. Ouais, c'est ça. Il y a une voie du milieu, il y a une harmonie entre toutes choses. Mais qui passe par l'extrême. En tout cas, comprendre l'extrême, le toucher pour revenir au centre, nous permet de découvrir que l'harmonie, c'est une subtile danse entre plein d'aspects et qu'on est quelque part comme des funambules. Et c'est justement à nous de développer encore une fois ce degré de présence et d'acuité, de sentir comment je me dirige dans ma vie, où est-ce que je mets du temps, où est-ce que je mets de l'émotion, où est-ce que je mets de l'énergie, comment est-ce que tout ça peut s'équilibrer. Vous avez tous les deux plus de 30 ans du coup. Vous avez plus de 30 ans tous les deux. Ouais, ok. Nous du coup 24 et 25, je trouve que c'est encore à un stade où on t'apprend tout le temps, mais tu te connais pas vraiment toi.
Et c'est aussi une phase qui est formidable parce que tous les jours, j'en découvre plus sur moi, sur les schémas de pensée, les schémas d'action. Et c'est super intéressant. Et je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de vraiment bien se connaître et bien se comprendre pour mieux avancer. Par exemple, avant, j'adorais bosser et chiller en même temps. C'est-à-dire, je bosse de 8 à 10, de 10 à 12, je vais à la plage, je reviens et tout. En fait, je me rends compte que ça marche pas trop. Du coup, après, j'ai testé l'autre truc. C'est-à-dire, une semaine de vacances à fond. Et après, je sais pas, plusieurs semaines de travail à fond. Et tu te rends compte que c'est pas aussi bien. Et je trouve que ce qui est important aussi pour avoir une vision globale, c'est de tester tous les schémas pour vraiment comprendre qu'est-ce qui nous correspond à fond, sachant que c'est pas figé dans le temps. Complètement. Là, tu vois, je suis dans une phase où j'ai envie de bosser beaucoup, mais dans un cadre plus naturel. Comprendre le mouvement. Ouais, voilà, c'est ça le flow. Comprendre le mouvement. Se reconnecter à soi. C'est ça. Et nous sommes un processus qui est en perpétuelle évolution. Ouais. Les choses qui nous correspondent à un moment, après, vont plus nous correspondre parce que notre personnalité, elle s'est transformée. Exactement. De par les actions, les choix. Et de par l'expérience qu'on a vécue, justement. On évolue vachement. Donc, de pouvoir développer cette acuité de recalibrer, en fait, notre manière de faire en fonction de l'être que nous sommes dans l'instant. On se transforme tout le temps. Je vois, on a 10 ans de différence. Le Steve d'il y a 10 ans est tellement différent de celui d'aujourd'hui, et je sais que celui d'aujourd'hui, dans 3-6 mois, ça sera encore quelque chose. Mais c'est la beauté aussi de ce qu'est la vie et de son mouvement, et c'est aussi une compréhension de ce qu'est la liberté. Ne pas être enfermé dans une idée de nous fixe et figée. Dans une identité. Exactement, dans une identité fixe où on se dit, moi je suis comme ça, je me suis construit pour en arriver là, et maintenant je suis là, je reste ça. Je suis ça, ça c'est moi. Bon, c'est l'ego, ça on peut en parler des heures, c'est l'identification au soi. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui, à un niveau fondamental, crée beaucoup de confusion et de mal-être au fond. Ça, c'est un autre débat. Mais si on reprend cette idée d'entreprendre, de développer des choses, si on se fixe dans une idée de nous-mêmes, on est déjà battu d'avance. Oui. Parce que la vie n'est que mouvement. Et si on n'embrasse pas ce mouvement, forcément, on va se prendre des murs. Non, ça j'ai vécu quand je suis devenu père. Vas-y, raconte. En fait, durant des années, je m'entraînais le matin. Je parle de musculation encore une fois. Je me levais à 5h du matin tous les matins pour bosser sur mes projets quand j'étais encore salarié. Et je veux bien du kombucha, effectivement. Je l'ai remarqué. Après ça, je faisais du sport de 6h à 8h. Et après, mon métier salarié, je rentrais chez moi et je rebossais le soir. Ok. Donc ça, c'était mon identité. La personne qui se lève très tôt et qui fait une journée avant que les autres commencent à l'heure. Avec un très bon niveau physique, de belles performances. Mon fils est arrivé, n'a pas fait ses nuits durant 2 ans. Donc il se levait entre 3 et 5 fois par nuit. Donc c'est pas juste un petit réveil, c'est vraiment ne pas faire ses nuits, quoi. Plus beaucoup de cris, beaucoup de pleurs. On a su après avec Aurélie le pourquoi du comment, mais c'est pas le sujet. Et j'ai voulu garder mon identité précédente avec le nouvel enfant. Donc j'ai poursuivi mes réveils à 5h du matin, mon sport à 6h, pendant 2 ans, avec un enfant qui ne dormait pas. Et je suis arrivé vraiment au bout du bout. Ouais. Et ce fut très compliqué pour moi de me dire non, tu n'es plus le Jérémy d'avant. Tu dois changer d'identité. Et c'est très compliqué, très très compliqué. D'où le fait qu'il est important aussi en tant que parent de ne pas coller des étiquettes à ses enfants. De ne pas dire toi t'es ça, toi t'es ci. Parce que sinon on ancre chez eux, on engramme un comportement qui parfois peut leur porter préjudice. Ouais. Et ça c'est très compliqué. C'est le prof typiquement qui dit que t'es pas bon en maths. Et vu que le cerveau en fait par nature il est prédictif, et il veut économiser de l'énergie, l'enfant va coller à l'étiquette. Car son cerveau se dira pourquoi irais-je mettre de l'énergie pour les mathématiques alors qu'on me dit que je suis mauvais en maths. Ouais. Si je suis voué à l'échec, pourquoi irais-je dans ce domaine-là? Pourquoi est-ce que je vais mettre de l'énergie là-dedans quand elle est si importante pour moi pour survivre? Et ça, c'est un vrai sujet, ça. Tellement important ce que tu as dit. L'étiquetage, c'est super important. Beaucoup de profs le faisaient malheureusement. Mais bien sûr. Tous les profs. Mais le parce font. que eux ont reçu ça aussi. Bien sûr. C'est une C'est ça. perpétuation. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur des pratiques de présence, de conscience. On met le mot méditation, mais c'est des pratiques déconditionnantes. Oui. C'est justement pouvoir comprendre que des choses qu'on a mis dans mon programme par l'éducation, par ce qui a été transmis, avec tout l'amour qu'on a pour nos parents et nos lignées, nous sommes l'héritage et la continuité de potentiellement de névroses, de traumatismes, de choses qui ont traversé la famille d'une manière de peut-être pas communiquer en exprimant certaines émotions, certains sentiments, peu importe, mais en tout cas, nous sommes la continuité de cela. Donc tout ce programme-là, si on ne s'en déconditionne pas, on va être voué à répercuter, Ouais. à reproduire le connu et être la continuité d'un programme qui a été mis en place. Et ce programme est par essence dysfonctionnel parce que c'est pas nous qui l'avons programmé justement en conscience. Il s'est fait par la force des choses. Donc se déconditionner et créer une vie plus consciente, c'est avoir la liberté de reprogrammer le programme
en fonction de la version de toi que tu veux être. De dire que tu veux être ce type de personne, tu veux manifester ce type de choses dans ta vie. Donc, reprogramme-toi consciemment à matcher avec ce que tu veux voir émerger dans ta vie. Parce que l'ancien système, il fonctionne pas. Et la vie étant dynamique, un programme qui t'a peut-être permis de survivre dans une partie de ta vie est devenu obsolète à un autre chapitre. Voire négatif. Voire négatif. Mais c'est vrai que la communication non violente de Rosenthal, je crois, est super intéressante. Parce qu'on critique le comportement et pas l'individu. Exactement. Ouais. C'est pas t'es idiot, c'est le comportement que tu as me laisse penser que 100%. tu es idiot dans ce contexte donné. Et Du ce qui coup, est on ne tellement colle pas proche d'étiquette. du réel, Bien sûr. qui est beaucoup plus complexe que le bien, le mal, quelqu'un d'idiot, quelqu'un d'intelligent. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est juste que tu dis, les enfants, c'est des vraies éponges. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut vraiment faire attention à, comme tu dis, tout ce que tu dis. Parce que, un mot, du coup, avec le fait d'agir, peut être super mal pris. Par exemple, imagine un parent qui fait que crier à son enfant pour dire quelque chose. En fait, l'enfant, il va faire que crier ou alors il va avoir des problèmes de communication. Et tu te rends compte que, comme tout vient de l'enfance, en fait, quand tu prends conscience de ça à l'âge adulte, tu dis, OK, maintenant, je sais comment éduquer mes enfants de la meilleure façon pour éviter que, justement, ils aient des comportements qui fassent qu'en fait, ils n'arrivent pas du tout en société ou qu'il y a un mal-être en eux parce qu'en fait, ils ont mal compris quelque chose et du coup, ils se sentent pas bien. Ou, comme les cris, la communication, on le voit très bien. Dès qu'il y a un enfant qui communique pas, même nous, des amis de notre âge, tu dis, en fait, tu sais très bien qu'il y a eu un truc avec l'enfance, les parents, parce qu'en fait, les enfants, c'est des vraies éponges, ils reproduisent tout ce que tu fais. Ça peut mettre la pression de se dire, OK, il faut que je fasse attention à tout ce que je fais, mais en même temps, vu qu'on ait conscience de ce qu'il faut, ce qui est plutôt bien, le mieux pour lui, eh bien, tu peux mettre quand même des choses en place. Et, en tout cas, personnellement, je trouve qu'on a pris, on a pris conscience de ça. Et vu que tu apprends sur la psychologie, sur les comportements, etc., tu dis, OK, je sais que par exemple, je peux pas inculquer ça à mon enfant parce que sinon, il va pas être bien dans le futur. Il faut accepter aussi que l'enfant est un excellent professeur. Oui. Oui, du coup, on a beaucoup à apprendre de ses enfants. Maîtres pour nous. Et ça, c'est super bien important. des égards, Parce bien qu'on sûr. peut, même en ayant conscience des schémas que l'on répète, on peut les reproduire. Oui. Mais du coup, il faut être humble et s'excuser auprès de son enfant aussi parfois. C'est des grands débriefer C'est pas miroirs. évident, derrière. ouais. Et C'est un débriefer des avec lui. grands miroirs pour Ouais, nous. complètement. Ils nous renvoient tout ce qu'on leur donne. Complètement. Je pense qu'on a... On a quoi? Je sais pas, je te vois penser là. Non, en fait, ce qui est très intéressant dans ce chapitre vis-à-vis de l'enfance et du lien avec les relations familiales, c'est vrai que c'est une impulsion de plus en plus forte d'être présente dans la transmission et de plus en plus auprès des jeunes, on en a déjà parlé. Et depuis quelques temps, comme quoi tu envoies des intentions, elles se manifestent toujours. Il y a une maman qui m'a contacté pour m'occuper de suivre son fils qui a 9 ans, alors que je travaille pas sur des suivis de mentorat ou individuels avec des enfants. Mais là, ça s'est fait comme ça. Et comme tu le dis, pour moi, cet enfant, il m'apprend beaucoup en travaillant avec lui. Mais en même temps, je vois la responsabilité, sans rentrer trop dans les détails, c'est un enfant intelligent, sensible, mais qui subit du harcèlement. Et en fait, sa mère m'a contacté par le biais d'une amie qui disait ça peut être bien qu'il parle avec Steve aussi, qu'il est une figure masculine qui exprime la force, mais avec une forme d'équilibre et qui a aussi un vécu dans les arts martiaux. Parce que l'idée, c'est aussi de donner à cet enfant cette force, mais dans la non-violence, mais de pouvoir s'affirmer, savoir mettre ses limites, dire non, s'exprimer et trouver une manière, en fait, de prendre place en étant ancré avec ce que peuvent apporter les vraies valeurs des arts martiaux, mais en même temps en développant une subtilité derrière. L'idée, c'est pas de rentrer dedans quand on te maltraite. Mais il y a des fois, il faut être ferme. La conscience, parfois, impose aussi de se comporter avec fermeté. Il y a des comportements, c'est juste non. Donc bref, tout ça pour dire que l'interaction avec cet enfant, elle est très enrichissante, mais je suis arrivé assez rapidement au fait indispensable que pour m'occuper de cet enfant, il fallait parler avec toute la famille. Donc maintenant, les séances que je fais avec cet enfant, il y a une partie entre lui et moi et une partie où la maman vient et les autres membres de la famille, parce que ce tissu interrelationnel est tellement profond que pour l'aider, cet enfant, on est obligé de dialoguer avec sa mère, avec son père, avec les son environnement, en fait. Évidemment. Et du coup, tu factures tout le monde. Exactement. Et l'enfant, c'est là que c'est intelligent. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir toutes les relations et surtout de voir que moi, je suis juste un regard extérieur qui ouvre des portes pour que eux-mêmes puissent faire émerger des choses à l'intérieur de leur cadre familial. Mais moi, d'observer ça,
ça me nourrit et ça m'élève à bien des égards. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire, c'est que tous ces tissus sociaux et relationnels sont Ouais, t'es un tellement peu un enrichissants. médiateur, etc. entre C'est chacun ça. des. Mais c'est pas du tout quelque chose, moi, que j'ai voulu développer. Ça s'est fait comme ça. Pour moi, ce que je reçois de ça, c'est apprends à être de plus en plus au service de la jeunesse. Et ça, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Et d'un autre côté, c'est de toujours être sur l'étude de plus en plus poussée d'à quel point les choses, en fait, émergent au sein du cadre familial. Tu vois, jusqu'à quel point on programme nos enfants et après on dira mon fils il a tel ou tel problème, mais ça va tellement loin dans ce qui vient déjà dans ta lignée familiale, dans ta manière de te comporter, comment tu t'es comporté avec l'enfant lorsqu'il était dans ton ventre, et toutes ces choses-là. Et c'est tellement important de pouvoir comprendre tout ça. C'est hyper subtil, c'est à je pense des chemins croisés entre psychologie, spiritualité, mystique, science. Je veux dire, il y a plein de manières d'aborder ça, mais c'est ce qui fait que nous sommes ça aujourd'hui. Donc si on arrive à le décoder de plus en plus en profondeur, c'est les leviers aussi c'est des leviers très puissants pour notre évolution. D'aller justement à la base de comment est-ce que dans une famille, un individu est créé et quelle trajectoire il va prendre. Ouais, belle parole. Je pense qu'on tend tous à ça dans le groupe qu'on a, Oui. à aider les enfants. Je suis sûr de ça. Je vais dire une chose, regardez-le, mais regardez-le. Je vais dire une Il est chose. beau. C'est acheter féroce. Mais lui, non. Lui, oui, mais lui, non. Comment on termine un podcast. Ah ouais. C'est vrai, toi. Ouais, je casse Voilà. le truc, c'est pas grave. T'es magnifique. Vous êtes beau là comme ça. Les féroces sont de sortie. Regardez-moi. Ouais, ils nous ont Salut, Nicolas. Regardez-moi, ça De toute Regardez-moi. façon, on arrivait tranquillement à la fin. On était le gang des profondeurs et le gang des féroces, là. Le gang des féroces. C'est bon. Pour la pub. On vous laisse terminer le podcast tranquillement. De toute façon, on est tranquillement à la pas fin. là. terminer mieux que ça. Et lisez One Piece. Oui, c'est le plus important. Parce que Et Nakama, mon c'est livre. quelque chose de One Piece. là. Nakama, oui, c'est l'équipage simplement. Ok. Bah, on en revient à ces valeurs de famille, à D'entraide. d'entraide. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est beau, ça. De toute façon, c'est freestyle. Moi, je pense que c'est Nakama Cast, ça doit être freestyle. Bien sûr. On a quelques Ça doit- idées on est avec Steph entre par rapport à nous, ça, ouais, qu'on laisse en off d'ailleurs. Ouais, on va pas pouvoir les dire, mais elles Ça seront à se l'image. verra. Genre un podcast en mode pendant des arts martiaux. Non. Non, mais T'es genre faire du sport et un podcast. T'en avais un Le qui avait fait Sportcast. ça. Le Sportcast, il y en a un qui faisait des podcasts en marchant. Oui, avait bien c'est aimé. Bruno Lavo. Ah, moi je pensais à Basile Vierne. Donc chacun le sien. Ah, après, les gens savent tous marcher, je pense. Donc, non, mais Ouais. ça pourrait Et parler. rejoindre dans Ouais. l'idée. Ça pourrait rejoindre dans l'idée de un peu ce qu'on avait fait ensemble, Ouais. c'est-à-dire expérimenter des états de conscience Ah oui, modifiés oui, oui. en podcast. Grave. Non, mais c'est bien, le podcast, il a de quoi faire. Vous allez faire quoi, un épisode par semaine par Alors, ouais, mois j'ai essayé d'en faire déjà tout court Ouais, pour commencer. ok. C'est vrai que c'est pas mal. Et j'aimerais qu'on ait un rythme effectivement hebdomadaire à partir de l'année prochaine. De 2026, Ouais. ce Parce qui est que très là, dur à tenir. ça va être très compliqué, bien sûr. Mais c'est verra bien. génial. C'est un rendez-vous. Tu vois, nous, le podcast, c'est tous les dimanches à 18h. Et on fait généralement plutôt la pub de YouTube que de Spotify et tout. Puisque bah, on filme, donc c'est quand même pour que les gens le voient. Bien sûr. Mais pour autant, sur Spotify, tous les dimanches soirs, il y a un pic. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui ont leur petit rendez-vous. Hmm. Et je trouve ça. C'est ce que marrant. j'aime moi aussi, hein, c'est Ouais. vraiment l'émission. C'est dommage quand on retombe dans le schéma presque de la télévision. Ouais. Avec je sais que tel jour à telle heure, l'émission que je regarde sort. Mais tu vois, pour moi, c'est ce côté aussi où si on retombe dans ça, c'est qu'il y a pas un truc naturel, c'est pas ça, mais il y a un côté où en fait les gens aiment bien avoir leur rendez-vous. Et c'est vrai que de savoir que c'est dimanche à 18h, c'est un côté. Les gens nous écrivent, ils disent le dimanche matin, je me lève. Pas tout le monde, enfin, je vais pas vous dire qu'il y a 30 000 Tu personnes parles de qui disent tes parents, quoi, en fait, ça. c'est tout. Mes parents et ma soeur me disent. Et encore. Et moi-même, donner un propre like. Là, tu vois, il y en a, ils disent, bah, je suis content parce que le dimanche soir, je sais que je vais avoir le Génial. Là, t'as tout gagné, quoi. C'est incroyable. Mais c'est un format tellement, je trouve vraiment super le podcast. C'est Ouais. d'avoir le temps de se poser comme ça, Ouais. prendre 2 heures, voire plus, et de prendre le temps de divaguer comme ça. Moi, j'adore qu'on soit en freestyle, même si on n'a pas suivi les points. Moi, j'ai On passé est une là, heure à faire des recherches et entre elles ne nous, servent à On rien. parle, mais ouais, c'est ça. C'est génial. Mytho, Tu j'ai vu savais qu'il y avait 2 qu'ensemble- points, il n'y a pas de Tu recherche. plaisantes, il y a 2 points. Par contre, j'avoue, il y en a 7. Tout ça, tu peux tout développer et tout. Ah non, attends, il y a des points quand même. Vas-y, dis un Ouais, truc ouais. au pif, là, on a pas, il nous reste 10 minutes, je crois. Mark Zuckerberg et testostérone. C'est vrai? Il y a marqué. Mais Bah, heureusement qu'on est parti en freestyle. hein.
Qu'est-ce que c'est que cette thématique? Vous avez pas vu comme quoi Jeff Bezos, c'est mais- son crâne. Non, mais gros. Ah, mais- Ok. Zuckerberg, il change de politique actuellement, on l'a tous vu. Ouais. Pourquoi Mais il c'est prend une- le testo? Bah, il y a une théorie par rapport à ça, comme quoi il serait blessé au JJB et qu'il aurait potentiellement accéléré sa récupération pour une cure de testo, Et que ça qui aurait expliquerait influé potentiellement sur son comportement actuel. Ouais. Moi, je pense que c'est juste un opportuniste. Mais je pense aussi, hein, il y a un côté très capitaliste où en fait maintenant c'est comme ça et ça fonctionne. Ouais. Preuve en est, Musk Mais- avec X. Il y a un côté aux States quand même qui je sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est intéressant de voir ce côté, tu sais, genre, fuck. Mais quand je vois On que le libère but tout, quoi. du Dodge, donc ce qu'a impulsé Musk, Ouais. c'est d'économiser 1 milliard par jour, au niveau de l'État, ils y parviennent quoi. Mhm. Tous les jours, 1 milliard de dollars qui est économisé en termes de dépenses. Et tu sais, on en revient à l'équilibre. Tu te rends compte? Ça rééquilibre certaines choses sur le papier, mais toutes les déséquilibres que ça crée à d'autres endroits, faut voir ce que ça va donner. Bien sûr. Mais les On en parlait avec États-Unis, Pierre au premier épisode. C'est intéressant en Compliqué ce fait, qui c'est une traverse en logique ce en moment. fait. Si on compare ça à l'évolution, on peut parler de saltationnisme. Cette notion en fait de pas simplement être linéaire, mais de faire des sauts parfois. Mhm. Et en fait, c'est comme côtoyer un extrême, c'est important. Donc là, ça va dans l'extrême. Après, ça va retendre potentiellement à un centre, mais qui aurait évolué. Ouais, bien sûr. Tu tends Oui. vers l'extrême pour réadapter le centre. C'est ça. C'est comme le Et qui cliquet s- en fait. et Tu du coup, montes il et sera après, bien- tu- voilà. Puis Voilà. de toute façon, on parle des États-Unis, mais les États-Unis, c'est en rapport direct avec nous. Bien sûr. Enfin, je veux Parce dire, qu'on nous, a intriqué. pourquoi on dit nous en Europe? Mais ce que je veux dire, c'est Bien que c'est de toute façon tout ce qui se passe aujourd'hui dans une partie du monde, ça impacte direct une autre partie. C'est ce qu'on disait Surtout au aux début. States. Oui. Et surtout un pays comme les États-Unis. Donc, ce qui se passe là, on va voir ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvements. Et ça fait du bien le mouvement. Et en ça, Ouais. Bah, le mouvement, c'est la vie, hein, donc. c'est ça, sans polariser les comportements de chacun, etc. Dans tous les cas, le mouvement qu'il y a aujourd'hui va amener beaucoup de choses. Au moins, ils ont le mérite de faire ce qu'ils disent. Tu vois. Oui, et c'est une volonté quand même du peuple à la base. Oui, aussi. Mine de rien, faut pas le retirer. Mm. Bah, en vrai, je pense que la plupart des Français adoreraient avoir ça. Quelqu'un qui met les mains dans les finances publiques. Parce que je suis convaincu que la plupart des gens seraient pour, Oui, bien sûr. jusqu'à ce que ça touche à un de leurs avantages. Oui. C'est vrai que j'ai l'impression que les Américains, ils ont cette côté de dire, ok, bon, peut-être que j'ai pas un avantage, mais c'est pour le bien de l'intérêt de mon pays. Où là, en France, tout le monde veut que l'État publie ses comptes et tout. Mais si demain, et moi le premier, tu me dis par contre, du coup, toi, tu vas avoir cet avantage. Moi, je dis, vous êtes sérieux, moi? Et c'est pas logique. Et je suis pas logique sur ça, tu vois, par exemple. Mais tu vois, mine de rien, la Trump parle de supprimer l'impôt sur le revenu. Oh, bah, c'est con. Allez, petite LLC là-haut. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, tout à l'heure, par exemple, Steph, tu parlais de créer, de transmettre. Et je trouve que moi, c'est même pas une question d'impôt, c'est une question d'administratif. Oui. Avec Meryl, l'autre jour, à C'est un deux, frein énorme. Ouais. on a passé une journée sur les papiers. Mm. Une journée où on ne crée pas de contenu, on ne partage pas, où on ne fait pas avancer et on ne fait pas tourner l'économie. On peut le voir comme ça aussi. Et en plus, le site des impôts des URSAF, je suis Ah, désolé, mais c'est juste Ça a terrible. été, ça a été C'est ça. je comprends pas. Alors Il y a qu'ils des pourraient dysfonctionnements simplifier. à plein Ouais. de niveaux, Mm. c'est sûr. Tu vois, c'est ce C'est côté-là, sûr, c'est c'est administrativement, j'aimerais avoir un bouton, on paye et on avance, j'ai un service dédié. Tu vois, je vais prendre un exemple tout bête. Ce matin, j'ai été prélevé de 2 € d'URSSAF sur un compte où j'avais jamais mis mon RIB. Ça sort d'où, c'est quoi? Tu vois, et du coup, c'est peut-être que, en fait, c'est un avertissement de quelque chose. Et du coup, ça m'a mis en stress. J'étais en mode, pourquoi j'ai été prélevé de 2 € sur un compte qui est censé être perso? Je me dis, mais juste, moi, je suis ok de payer, mais juste, simplifiez-moi la vie. Et c'est ça. Simplifier et savoir aussi pourquoi on le fait. Ouais, voilà, c'est Puis ça. avoir une compréhension, une visibilité Voilà. et puis aussi une accessibilité aux informations. Et je pense que de l'extérieur, on a l'impression que quand on est l'entreprise, on a 3000 avantages et tout de partout. Par exemple, nous, vous êtes déjà venus chez nous? Non, vous Non. n'êtes jamais venus chez nous. La 3/4 de notre appart, c'est des bureaux. Enfin, c'est nous qui bossons. Parce qu'on passe, voilà. Et du coup, on fait passer un tiers du loyer en frais pro, ce qui est parfaitement bien sûr. légal. Et là, j'ai appris fin d'année que tu payes une taxe sur ça. Parce que c'est un avantage. Mais je vous promets que vous venez chez nous, le bureau, c'est bureau assis debout avec tapis de marche. Il y a 2 bureaux à côté, les lights pour filmer. Enfin, c'est un vrai bureau, tu vois, c'est pas une triche. Je me dis, mais hop là, vous venez me prélever 1000 balles. C'est dommage, c'est 1000 balles qui auraient pu aller ailleurs, quoi. Mm. Dans la création, dans quelque chose. 1000 balles, c'est combien d'heures à la capsule, tu vois? Il y a tellement de Ouais, c'est une contraintes, de complexité Ah bah, voilà. que de toute façon, il faut pouvoir faire avec tout ça. Ouais. On en revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que S'adapter. les contraintes, elles sont là, on doit s'adapter. Ouais. De toute façon, on pourrait en parler des heures et toujours se dire, bon, bah voilà, c'est la faute de ça, c'est la faute de ci. C'est le bordel, on le sait. Mais on doit s'adapter. On doit trouver le moyen de se renforcer et de trouver à l'intérieur de ces contraintes la véritable liberté qui, en nous transformant, nous, va impacter tout Le ce monde. système-là. Bah oui. Mm. Regarde nos enfants qu'on éduque. Nos enfants.
Nos enfants à toi et à moi, parce que ça va arriver. Bien sûr. Mais tu le Mais sais évidemment. déjà. C'est l'épisode d'après. Les jeunes, c'est eux qui vont transformer Bien sûr. l'État ou tous ces fonctionnements Mhm. administratifs. Mais en fonction de la manière dont nous, on se comporte aussi maintenant. Ouais. C'est jusqu'à quel point est-ce qu'on pourra donner de la force aux générations qui viennent après nous, d'aller justement bouleverser Ouais. toute cette espèce de politique poussiéreuse, complètement nécrosée, qui se Et regarde opaque. elle-même. Ouais. Et Et pas se opaque. lamenter Et sur surtout son opaque, sort et avancer, quoi. Exactement. Donc, c'est ce défi de transmission qui puisse ouvrir un champ suffisamment vaste pour qu'on aille au cœur de la matrice la transformer. Transmettre et incarner. Ouais. Et On revient au début, hein. je vous prends l'exemple sur l'administratif qui me rend fou. Mon père, il est fonctionnaire. Donc, il est payé par l'État. Donc, l'État le paye. Et ensuite, l'État paye quelqu'un pour s'assurer que mon père paye ses impôts. Et là, tu te dis, mais tu rajoutes de la complexité. Juste, tu le payes moins et tu gardes l'argent, tu vois. Et c'est ça, moi, que j'en peux plus. Là, c'est cette complexité partout qui nous empêche de créer, de transmettre plus, pour reprendre tes termes. Ah, puis c'est une charge mentale en plus qui est énorme. Oui, et puis quand on te sacrifie une journée par jour, quand Une t'as journée fait une par journée jour. dans les papiers, Ça se fait comme beaucoup. c'est Hein. quand même beaucoup. Une journée par jour, ça Ouais. commence à faire. Ça commence à être pas mal. Une journée, même par mois, tu vois, où tu t'es dans la paperasse, je te promets que le lendemain, t'es down. Parce que non, mais t'as passé la veille. déjà t'es épuisé et en plus tu Voilà. l'anticipes cette journée. Voilà. Moi j'ai un slot dans mon agenda, c'est un peu ces contrôles administratifs, etc. toutes les semaines. J'ai pas envie en fait. Ça fait pas rêver. Il faudrait gamifier l'expérience. Ce serait génial. Putain, comment on pourrait Tu faire gagnes des points, tu t'amuses, etc. Avec de la T'as- musique, ça C'est passe sûr mieux. que mais bon. le côté ludique, Ouais. cette part de Ça serait l'enfant génial. qu'on a tous en nous, elle, Mais ça, on la elle perd. meurt dans le monde adulte. Alors qu'on Dans le pourrait la monde- recréer et qu'on devrait la On recréer. devrait parce Vas-y, que par c'est exemple, là, un, vous faites c'est un comment élan naturel. J'ai des enfants. En tout cas, dans la manière dont sont conditionnés et formés les politiques, tu regardes que c'est des choses extrêmement, justement, c'est un canal, Oui. mais très 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 fin en fait. Il n'y a pas une compréhension globale de ce que peut être l'humain, alors qu'on parle de personnes qui sont censées pouvoir gérer de l'humain à grande échelle. Et quand tu observes la plupart des dirigeants dans l'ensemble du monde, il n'y a aucune conscience. Vraiment, au fond, la Ouais. partie plus consciente à laquelle on faisait allusion de l'humanité, de sagesse, d'une spiritualité non dogmatique, il n'y a plus de leaders, ou en tout cas très peu, qui ont cette sagesse de comprendre vraiment ce que ça implique de gouverner et de pouvoir faire évoluer Ouais. des millions de personnes, ou juste au lieu de les gérer comme une espèce de société géante où tout le monde doit rentrer dans des cases, forcément qu'on est en train de mourir. Parce que t'es juste géré comme un numéro de Parce qu'il n'y a sécu. pas de vision à long terme. Mais oui. Ouais. Mais parce que eux n'ont même pas la conscience de Oui. ça. C'est pas des cheminements qui amènent des leaders à être éveillés. C'est des espèces de conditionnements de pensée où l'humain n'est géré que à des niveaux complètement superficiels. Mm. On fait rien pour que cette conscience puisse évoluer. C'est vrai. Mais si on le fait, On le fait à notre niveau on le fait à notre C'est niveau. ça. et au vôtre. Il faut pouvoir partir de, entre guillemets, d'en bas, si on voit quelque chose de très vertical, tu vois, les gouvernements en haut, etc. Mais cette révolution de conscience, elle peut partir que de chacun d'entre nous. Faut pas attendre que ça change de là-haut en râlant ou en votant plus l'un pour l'autre. Au lieu de voter pour un, sois celui qui va aller là, si tu veux vraiment changer les choses. Ou créer des entreprises, des choses qui amènent de l'éducation, qui amènent de la conscience, Qui amène le changement que tu Voilà, veux voir. qui C'est amène ça. le changement que tu veux voir émerger. Mais ça, c'est vraiment pas se lamenter sur son sort, quoi. Si tu veux faire quelque chose, On n'a pas le choix. agis, quoi. C'est Et pas aimez-vous facile. Aussi. Aimez-vous, oui. C'est Beaucoup très d'amour. difficile. Mais est-ce qu'on a le choix Non. On doit y aller. Faut Time. la parole. Faut dire aux gens de Bon, penser à s'abonner. Oui. Ouais, aussi à la newsletter. Abonnez-vous à Je Protocole. Non, c'est la mienne. Ah, pardon. Mais on peut aussi. Bonne hein, soirée. Elle va s'appeler Impact, celle-là, je pense. Protocole, Mais c'est il un faut bon jouer. nom. Ça va, protocole, ouais. Ouais, ça Ouais. marche bien. Je me suis abonné d'ailleurs. Merci. Parce qu'en fait, à force de dire tes poches, je suis mais attends, t'es pas abonné. Et bah, tu me diras ce que tu en penses. Ouais, Ce que je trouve, tu vois, beau dans ce petit milieu santé, conscience, avec Pierre, qu'on a vu, David, vous. Il y a beaucoup de monde, mais ça reste un petit milieu. Mais c'est que je trouve qu'on développe aussi une manière de dire qu'on est en co-création. Il n'y a pas de
lui fait son business, je fais mon business, tu fais ton business. Il n'y a pas de concurrence. On n'est pas en concurrence. On s'apporte grandit tous quelque chose. ensemble. Ouais. Ouais. On C'est vrai comprend que- qu'on travaille pour la même chose et que chacun intervient à son niveau et qu'on est en collaboration. C'est ça, pour la même cause. en fait. Exactement. Et ça aussi, c'est quelque chose de beau à voir émerger. Et à mon sens, c'est la meilleure manière justement de réussir ce pourquoi on s'engage. Réussir à un endroit un peu plus, entre guillemets, individuel. Et puis chacun touche un public qui est Parce qu'on différent. grandit Ah oui. ensemble. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on peut faire plus de podcasts. Exactement. S'inviter les Du uns coup, les c'est la autres. capsule qui est contente. Ouais. Aussi. En Parce plus. que aussi, Eh ben, grandissent. regarde. On leur a ramené des clients, la capsule. Hein. Et eux, ils permettent de la mise en image, Mais de bien sûr. discussion, de Tu sais réflexion. que nous, ici, on l'a vu construit. Mhm. C'est-à-dire que Nous, on arrive au tout début. ils nous ont accueillis le lendemain où ils avaient fini de genre peindre. Ils avaient installé les caméras et tout. Mais c'était pas du tout fini, hein, c'était Et- encore en chantier. Ouais, mais enfin, le champ visuel était fini et ils s'étaient même pas ouverts publiquement. Hmm. Donc nous, C'est beau. on a fait 60 épisodes ici à peu près, juste sur notre chaîne. J'ai grandi ici, quoi. C'est la seconde maison, quoi. C'est truc de ouf. Ouais. Donc on peut leur dire bravo aussi parce qu'ils font du Tu peux super en dire taf. bravo, oui. Ouais. On peut leur dire bravo parce qu'il y aura mis bout à bout un bon nombre d'informations Ouais, qui auront vu circuler. le jour. Et il dans- laisse dans parler ce tout le lieu. monde aussi, c'est intéressant. Il laisse parler tout Bah le oui. monde. Ah, parce qu'il y a Ouais. des studios de podcast qui boycottent. Certains sujets. Oh, certainement, je Ah ouais pense. Oui, Ouais, je pense. Pas du tout. Alors que c'est pas leur rôle de choisir. Hein. Il y en a Ils qui sont sont là moins pour, compétents, ça c'est sûr. Le J'en ai podcast, fait des c'est quand frais, même moi. un média particulièrement libre. Ouais. Oui. Il y a eu peu de gens qui se sont fait censurer. Ah, Si, je sais pas. Non, mais tu peux être peut-être pas censuré, mais au moins juste shadowban, comme on dit souvent. Ouais. T'es pas visible sur les réseaux. Oui, forcément. Donc si. C'est pour ça, abonnez-vous, likez, En masse. commentez, mettez de la force au podcast. On sait à quel On peut la point c'est. recruter Elle est là. pour les fans Elle est là, d'épisodes. Meryl, elle est là. Non, mais on sait que c'est important et comme on dit, on aime bien dire que c'est comme l'applaudissement à la fin d'un spectacle. Voilà, le like, c'est l'applaudissement de On veut l'internet. des standing ovations. On grandit ensemble. De toute Non, parce façon, que ça prend du temps, faut le dire. Oui. Là, on passe 2 heures de notre temps à transmettre. C'est gratuit pour les gens, donc c'est une façon pour eux de nous remercier complètement. et qu'on continue aussi, que le Bien podcast sûr. continue. Plus il y aura de visibilité, plus on aura la capacité de se faire des vecteurs de relais d'information. Mm. C'est vraiment ça qui est important. Et humblement, on apprend tous les jours. Mais en tout cas, voilà, que ce soit vous, que ce soit nous, dans nos projets communs, dans nos projets chacun Individuel. individuels, plus on peut amener de la lumière sur ces choses-là, plus on a la possibilité d'avoir quelque chose qui vient se poser de manière alternative aux grands médias qui t'hypnotisent en te faisant croire qu'il n'y a que... Qu'une seule vision possible. Exactement. Exactement. Donc, longue vie au podcast. Merci pour l'invitation. Ouais, merci. Merci à vous pour le temps. infiniment. Merci à vous. Et puis voilà, on s'arrête Merci là-dessus. à vous, Jérémy. Merci à vous, Steve. Et à nos enfants. Beaucoup de choses, enfants.